Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin. Puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'ai eu la chance de découvrir dans les dernières années, un véritable coup de cœur. Elle est arrivée en Gaspésie pendant la pandémie et a eu un vrai coup de foudre pour l'histoire de la région. Depuis, elle ne cesse de partager sa passion et son savoir pour mettre de l'avant la richesse du patrimoine et du matrimoine gaspésien. Passionnée par le patrimoine bâti et immatériel québécois et ses influences, elle est consultante en histoire et patrimoine pour la Gaspésie. Elle nourrit également une pratique artistique basée sur les savoir-faire traditionnels en photographie, en vannerie et en collage. Camélia Buenos-Pilon est avec moi aujourd'hui. Camélia, bonjour! Allô, Joanie, merci de me recevoir. Mon Dieu, ça me fait tellement plaisir de prendre le temps de jaser avec toi. D'emblée, je te demanderais, t'es-tu une petite qui, toi? Ou qu'est-ce que tu réponds quand les gens te demandent, t'es-tu une petite qui, toi? C'est tellement intéressant parce que cette filiation-là que les gens font ici en Gaspésie, puis je pense que c'est un fait un peu acadien. Je me demande dans les autres régions du Québec si ça se dit comme ça. En tout cas, moi, j'ai juste remarqué ça ici. Chez moi, on fait pas ça. Puis j'avais même demandé à ma famille, est-ce qu'on a ça, nous autres, un surnom de famille, les Pilons? Pour ce qui est du côté québécois. Puis ça semble pas être le cas. Donc, je suis une petite qui? Je suis une petite Buenestado pilon, un fruit de la post-modernité, là. Mon père est espagnol. Mes deux grands-parents du côté paternel sont originaires d'Espagne, se sont rencontrés ici au Québec. Mais je suis une troisième génération d'immigrants de ce côté-là qui ont fui la dictature, par ailleurs. Et ma mère est québécoise. Nous, les Pilons, on est dans le coin de Sainte-Anne-de-Bellevue, Pointe-Claire, le West Island, l'île Perrot, depuis la Nouvelle-France. Donc, je me suis exilée en Gaspésie, mais le reste de ma famille est encore dans cette région-là, là, dans la Montérégie. Donc, je suis une petite qui, je suis surtout la fille à Marie-Claude, là, ma maman. Je me réclame beaucoup de ma lignée matrilinéaire. Puis d'ailleurs, petit clin d'œil, là, mais pour la fête des mères, une année, j'avais fait notre généalogie matrilinéaire à ma mère, donc vraiment pas par les patronymes, là, pas par les noms de famille. Donc, le pilon, il saute déjà à partir de ma grand-mère. Et on monte là, de mère en mère, puis je trouve ça super intéressant. Donc, moi, je me réclame plus des lignées de toute façon féminines de ma famille, que je vous énumérerai pas, mais la longue chaîne de femmes qui me précèdent et qui ne cessent de m'inspirer, là. Je pense que t'es notre invité, en tout cas à date, depuis le début du balado, t'es certainement l'invité qui a le plus d'informations sur sa lignée, tu sais, parce que les gens souvent, c'est peut-être quelque chose pas qui les intéresse moins, mais qui sont moins venus à côtoyer, alors que je sais que toi, c'est quelque chose que t'as côtoyé, puis moi, c'est quelque chose qui m'a habité longtemps, mais je me suis rendu compte à quel point mon savoir était très centré sur le nom de famille. C'est Ouais. vraiment beaucoup. Fait que l'histoire des femmes qui m'ont précédée, c'est quelque chose que je cherche à retrouver. Puis des fois, on n'a pas beaucoup de traces. Vraiment, fait que je trouve ça hyper intéressant que tu amènes ce point-là, que c'est plus vers ça que tu te sens en complémentarité qui te parle, en fait, aujourd'hui. C'est vraiment super intéressant. Mais là, tu le sais, moi, ce que j'aime savoir, c'est un peu qu'est-ce qui t'a amené en Gaspésie. Moi, ça me fascine, là, tu sais, les gens qui viennent s'installer ici. Mais oui, Je l'ai dit dans l'introduction, tu es arrivé pendant la pandémie. Qu'est-ce qui ouais. t'a amené en Gaspésie à la base? Puis est-ce que tu étais déjà venu avant? Oui, c'est ça. La Gaspésie, ça fait longtemps qu'elle m'habite. Moi, je suis arrivée en Gaspésie en 2013, la première fois à Gaspé pour faire mon cégep, au cégep de la Gaspésie et des îles. Je voulais compléter ma deuxième année de cégep. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé au cégep de Saint-Laurent à Montréal et ensuite de ça, j'ai continué mes sciences humaines là, au cégep de Gaspé. La raison pour ça, c'est que mon chum de l'époque
C'était inscrit en éducation spécialisée au Cégep de Gaspé et ben je l'ai suivi tout simplement. Puis j'étais jamais allée en Gaspésie et j'oserais dire même que dans l'ouest du Québec, dans le sud-ouest, on parle pas vraiment de l'est. Hein. Moi, j'étais jamais venue, je pense, plus loin que Québec là, dans ma vie, là, quand je suis partie pour la première fois à Gaspé. Donc, toute cette route-là, qui est comme le pèlerinage auquel on est habitué de longer le fleuve, passer par le Bas-Saint-Laurent, la Haute-Gaspésie, puis ensuite de ça, bon, choisir son trajet vers la baie des Chaleurs ou vers la Haute-Gaspésie. Tout ça, c'était nouveau pour moi. Je me rappelle encore de ces yeux-là, de cette perspective-là, puis c'est comme la perspective enchanteresse que j'ai l'impression que c'est une expérience universelle quand on vient en Gaspésie, le oh wow, ok, on se sent comme dans un autre pays et c'est vraiment ça. Donc en 2013, j'ai 18 ans, je viens compléter mes sciences humaines et j'arrive à Gaspé, je me fais un réseau hyper intéressant. Le cégep aussi, moi, je suis quelqu'un qui aime la communauté, la proximité. Donc, c'est sûr que la perspective pour moi d'être dans un cégep plus petit, avec des contacts beaucoup plus personnels avec les professeurs, beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie. On nous laissait une grande place à l'initiative. Puis encore une fois, j'ai eu des profs qui m'ont beaucoup marqué à Gaspé. J'oserais même dire beaucoup plus qu'à Montréal, là, et c'est pas pour juger de leur qualité, mais plus du lien prof-élève qui peut s'installer. Suite à ça, ben là, je finis mes sciences humaines et là, ben j'ai 19 ans. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai vu une annonce passer pour être guide-interprète au manoir Le Boutillier à L'Anse-au-Griffon. Et là, je me dis, oh, OK, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'avais jamais eu d'expérience en patrimoine avant. En vérité, mes jobs, j'avais surtout eu des jobs en service à la clientèle, ce qui est bien correct, mais j'avais jamais touché à mon domaine actuel qui est celui du patrimoine. J'arrive au Manoir Le Boutier pour mon entrevue en mai, donc 2014, et je suis complètement ébahie par la splendeur des paysages, encore une fois, de l'Anse-au-Griffon, de Cap-des-Rosiers, de tout ce secteur-là. Puis encore une fois, toi, je sais aussi que tu adores cette région-là, tu aimes toute la Gaspésie, mais que tu as vraiment un coup de cœur pour Gaspé. Pareillement. Moi, j'adore qu'à partir de Gaspé, on est à 20 minutes de plein de villages, de lacs, de rivières, en tout cas, de paysages époustouflants. Et donc, je commence à travailler au Manoir Le Boutier durant cet été-là et je suis vraiment tombée en amour avec l'histoire de la Gaspésie. Donc, ça va être plusieurs années plus tard que je vais me réapprivoiser, je vais me réacoquiner, pardon, avec cette histoire-là. Entre-temps, donc, je termine ma saison au Manoir Le Boutier et j'aboutis à Québec. Donc, on est, disons, à l'hiver 2015 et je sais pas trop qu'est-ce que je veux faire de ma vie. J'avais toujours convoité la philosophie parce que j'adore la philo. Puis, c'était la matière que j'aimais le plus quand j'étais au cégep. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre en philo? C'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon baccalauréat en philosophie. Puis, je peux pas dire que je le regrette parce que, tu sais, on est quand même constitué de toutes les expériences qu'on a vécues et aussi on prend ce qu'on a de besoin des situations qu'on vit. Mais si je m'étais vraiment écoutée, je pense que j'aurais peut-être été plus probablement dans le BICHEP, là, qui est le baccalauréat intégré en sciences historiques et patrimoniales. J'aurais peut-être été en histoire, mais je voulais vraiment explorer la philo, puis pour ça, je peux pas dire que je le regrette parce que ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Mais à Québec, donc durant mon baccalauréat, j'ai travaillé à l'île d'Orléans pendant 5 ans au total, 4 ans au total, pardon, et je travaillais dans un centre de généalogie et d'histoire à l'île d'Orléans. Donc là, après avoir une première expérience en Gaspésie, en histoire patrimoine, là, j'ai cette super belle expérience-là de faire de la généalogie pour des gens, beaucoup de gens en provenance des États-Unis notamment, qui ont des noms comme Leblanc et beaucoup de noms acadiens. Donc, c'est la première fois aussi que je m'intéressais un petit peu plus à l'héritage acadien. Puis je me dis, oh mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Des gens qui sont tellement fiers de leur nom de famille francophone puis de cet héritage-là, qui ont un petit peu perdu durant la migration massive des Canadiens français aux États-Unis là, au début du 20e siècle, puis à la fin du 19e. Fait que là, je m'intéresse à tout ça, puis là, ben c'est sur la maritimité, le contact très proche avec l'eau, hein, c'est l'insularité, c'est l'île. C'était pas sans me rappeler la Gaspésie, très franchement, même si c'est complètement différent. J'ai adoré cette expérience-là et ça a vraiment fortifié mon amour du patrimoine. Arrive la pandémie, je débute un certificat en archivistique parce que je me dis, OK,
Là, j'aime vraiment ça, les archives historiques, et c'était vraiment mon contact avec l'île d'Orléans et la Fondation François Lamy. Je l'ai pas nommé, mais c'est là où je travaillais. C'est vraiment ce contact-là qui m'a donné le goût d'explorer les archives. Parce que je me dis, ah, OK, il y a la généalogie, ça, c'est vraiment le fun. Là, les archives historiques nous permettent de reconstituer un récit. Tu sais, dans le fond, c'est nos sources de première main pour faire un récit. Je dis, OK, vraiment intéressant. Je fais mon certificat en archivistique et la pandémie frappe. Qu'est-ce que je fais? Bon, on est en 2020, j'habite en colocation à Québec, à Limoilou, et j'adorais ma vie à Québec. J'avais une belle vie, des amis extraordinaires, j'étais sur la 3e avenue avec des restos partout autour de moi, mais je me levais la nuit pour penser à la Gaspésie, et je me disais, oh, si c'est le temps de faire un move, c'est probablement là le temps de faire un move. Là, je me disais, qu'est-ce que je prends comme, tu sais, est-ce que je postule sur une job en restauration, dans un hôtel, en attendant de trouver quelque chose qui me satisfait plus? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai eu la chance de tomber sur une offre d'emploi qui était de faire le pré-inventaire du patrimoine de Passepébiac. Et là, par patrimoine, on parle de tout, patrimoine culturel, les familles souches, les traditions, les expressions, les langues, les parlures, les fêtes et célébrations, les événements marquants, tout comme le patrimoine bâti. Donc là, tout ce qui est institutions, églises, écoles, maisons patrimoniales, sites historiques. Et donc, j'ai postulé, puis je me dis, tiens, si ça fonctionne, ça fonctionne. Et ça a fonctionné. Puis en déménageant ici, ben j'ai vraiment trouvé le bonheur. J'ai entre autres trouvé l'amour, là. Donc, j'ai trouvé mon conjoint actuel. Mais j'aurais jamais pu prévoir, en faisant ce move-là, il y a 5 ans, que je serais aussi heureuse d'avoir fait le move. Parce que je me disais, ben c'est une aventure comme quand on va passer un été aux îles de la Madeleine ou quand on va passer des vacances. Je me dis, ah, c'est une aventure. Mais en arrivant dans la baie des Chaleurs, moi qui avais plus fréquenté Gaspé, je me disais que j'allais peut-être pas aimer ça, la baie. Finalement, ça a été tout le contraire et je suis restée. Oh, j'aime tellement ces histoires-là. Je pense que c'est mes histoires préférées. Les gens qui nous racontent comment ils sont tombés en amour avec la région, comment ils sont arrivés ici. Est-ce que tu savais déjà en 2013, quand t'es arrivé, que tu reviendrais? Ou, tu sais, c'était plus comme des activités de jeunesse, des voyages de jeunesse? Comment tu le voyais à ce moment-là? Est-ce que c'était clair pour toi que la Gaspésie allait te rappeler ou c'est comme apparu à cause un peu de la pandémie? J'oserais dire que c'était clair pour moi que j'allais revenir, mais quand, comment, pourquoi, je savais pas encore. Je pense que j'attendais une forme de calling, j'attendais un appel et ben, la pandémie l'a donné. Mais c'est sûr que venir ici, ça a aussi son lot d'enjeux. Puis ça, je trouve ça important. Je me dis, ah, je veux le mentionner dans notre entrevue aujourd'hui, puis on en parlera peut-être pas immédiatement, mais c'est arrivé ici, ben j'ai été dans une situation de précarité de logement aussi, là. Donc, ça a été un appel pour moi, mais en même temps, c'était un risque calculé parce que je me disais, OK, je sais que je vais dans une région où, premièrement, j'ai pas de cercle social. Donc, la baie des Chaleurs, je connais pas grand monde. Je connais du monde à Gaspé, mais je connais pas beaucoup de personnes dans la baie des Chaleurs. J'arrive dans une situation de précarité de logement, dans une job que ça se peut que j'aime pas, puis que ça me prend un plan B, là, tu sais, je vais avoir un loyer à payer. J'arrivais avec une minoune aussi, avec une auto qui était comme vraiment en fin de vie, là. En fait, c'est un peu drôle, là. C'était une Suzuki Swift 2002, là. Comme le genre de voiture qu'on voit plus sur la route, et c'est vraiment elle qui m'a amené pouette jusqu'ici. Donc, c'était un risque, mais en même temps, je me disais, OK, je sais quand même que ma Gaspésie, que je vois toute rose, que je sais qu'à un moment donné, je sais que je vais réhabiter ici, tu sais, vraiment pour répondre à ta question. En même temps, j'ai plongé un peu comme sans y penser, mais une fois que j'ai eu la job, tu sais, tout s'est vraiment scellé autour de mon emploi de chargé de projet en patrimoine à la ville de Passepébiac. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment, je me suis assurée pour que matériellement je sois quand même correct parce que je savais que je m'en allais dans une région où ça se peut très bien que je me sente vraiment toute seule, vraiment rapidement si jamais les choses marchent pas pour moi. Fait que oui, j'ai toujours eu un appel, mais en même temps, il y a une forme de contingence ou comme de hasard par le fait que moi, je suis une grande amoureuse du Québec. J'aime le Québec, j'aime toutes les régions, j'aime le Bas-Saint-Laurent, j'aime l'Estrie, j'aime ma région de la Montérégie. Tu sais, je me réclame quand même de l'île Perrot, là. Tu sais, quand j'étais plus jeune, il y avait 1 million de pilons là, dans mon école, puis je veux dire, ma famille, c'est tous les mêmes noms, un peu comme ici, tu sais. Mais c'est ça. Fait que ça pour dire que je voyais très bien une vie possible et souhaitable en Gaspésie. Puis quand je sais que je me levais la nuit, là,
j'y pensais, c'était la pandémie, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement envie de partir d'ici. Là, c'était comme compliqué de sortir de l'appartement, puis je sais pas si tu te rappelles, Joanie, mais en tout cas, vivre la pandémie en ville, c'était vraiment comique, là, parce que, ben, c'était comique, je dis ça avec une pointe d'ironie, là, mais tu sais, il fallait faire la file pour entrer aux Jean Coutu, puis là, c'était comme martial, là, tu sais, là, quelqu'un te désinfectait les mains, on avait le droit d'être 3 dans la pharmacie, puis je m'étais barré le dos, puis bref, je voyais tout ça se passer en ville, puis je me disais, oh mon Dieu, il y a comme, je pense que j'étais arrivée aux limites de ce que la ville me permettait. Puis j'avais aussi envie d'un mode de vie qui soit pas nécessairement axé sur la consommation. Parce qu'on dirait qu'en ville, pour avoir du fun, il faut comme payer, tu sais, il faut dépenser de l'argent. La nature est loin, la plage est loin, le bois est loin. Tout est payant sensiblement. Tu vas dans un resto, tu sors avec une facture de 100$, tu sais. Ben non, c'est trop, là, mais mettons 50$, tu sais. Aller prendre un café, ben tu finis avec 20$. Donc, je pense que j'avais envie de toutes les possibilités que permettent la Gaspésie, mais à ces possibilités-là, se sont rajoutées d'autres possibilités que j'aurais jamais soupçonnées possibles. Tu sais, quand tu parles de la pandémie en ville, moi, j'étais déjà revenue. Je suis revenue l'année avant, puis quand les gens me parlaient de leur réalité pandémique en ville, c'était tellement loin de ce qu'on vivait ici. Même si, je veux dire, il y en a pas un qui est pire, là. C'est juste que c'était extrêmement différent. Je me sentais beaucoup moins confinée que les gens en ville, là. Tu sais, j'avais déjà, mes enfants étaient très jeunes à l'époque. Ma fille avait pas 1 an. Puis Wow. on allait marcher, on allait à la plage. Tu sais, on pouvait sortir facilement parce que, le territoire est tellement immense que ça permettait Absolument. justement d'être très loin des gens si on voulait. Mais il y avait aussi comme un esprit de communauté qui était là, qui est toujours là en Gaspésie, qui selon moi a perduré pendant la pandémie, qui a fait que les gens sont beaucoup entraidés. Je dis pas que les gens ont pas viré fou un peu à l'épicerie aussi, là. Non, c'est pas ça, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu différent. Puis ce que je trouve intéressant aussi dans ton récit, c'est que je trouve que ça représente bien une tendance, c'est-à-dire beaucoup de gens dans les dernières années, même avant la pandémie, avaient en tête la Gaspésie, mais la pandémie est venue comme accélérer certaines réflexions ou consolider certaines volontés de faire hey, pourquoi j'attendrais. Tu sais, on a comme tellement vécu quelque chose d'exceptionnel que ça nous obligeait à passer à l'action dans un certain sens. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant aussi que tu amènes le fait que c'est pas nécessairement facile de faire ce choix-là dans certains cas. En Gaspésie, comme dans beaucoup de régions du Québec, il y a des défis avec les logements. Effectivement, ça fait en sorte que ça amène des contraintes. Des fois, ça rallonge le temps, ça peut rajouter des barrières pour certaines personnes. Comment ça s'est passé une fois que tu es arrivé dans la région? Tu sais, tu disais, j'avais déjà un cercle à Gaspé, j'en avais pas dans la baie des Chaleurs. J'imagine que d'arriver en pandémie, ça devait être aussi particulier comme expérience. Ah oui, tout à fait. En fait, j'oublierai jamais ça, là. C'était un peu drôle maintenant. En fait, j'ai vraiment eu de la chance. Je dois dire que à travers tout ce cheminement-là, j'ai eu de la chance parce que j'ai publié dans un groupe de logement et une personne m'a répondu super rapidement. Oui, j'ai une maison, j'ai une chambre à louer à Passepébiac, j'habite dans la maison. Mais cette personne-là, l'été, elle avait comme un jardin puis une mini-maison sur son jardin à Collinsbrook. Donc là, je me disais, OK, c'est bon, ça, j'ai quand même une forme d'intimité qui va s'installer, mais j'avais pas le loisir de choisir ma colocation ou la maison ou le village dans lequel j'allais habiter. J'ai fait un petit peu l'erreur, là, comme beaucoup de monde. Là. Au début, je parlais à des gens à Newport. Là. J'étais comme, oh ouais, je vais m'installer à Newport. Mais c'est quand même vraiment loin de Passepébiac. Je suis habituée. Aujourd'hui, je fais de la route. Je me déplace à Pabot. Je me déplace à Carleton. Mais disons que de le faire lundi ou vendredi, c'est quand même assez particulier. Mais c'est pour dire à quel point les distances, hein, on regarde ça sur une carte, on est comme, oh, Carleton, tu sais, Passepébiac, ça doit être comme à 15 minutes. Non, non, non. Donc, il y a eu des enjeux, c'est ça, de logement. Quand je suis arrivée en 2020, donc, je pouvais seulement rester quelques mois dans cette maison-là. Après ça, il fallait que je quitte. Là, qu'est-ce que j'allais faire? Je savais pas. Et j'ai rencontré la mère de ma meilleure amie et elle me disait « Oh mon Dieu, ma fille qui a exactement ton âge, est en Gaspésie. Elle aussi, c'est un retour en Gaspésie. Elle habite en ville, tout ça. » Je pense que vous allez bien vous entendre. Puis des fois, quand les gens ils disent ça, c'est pas vrai, là. Moi, des fois, quand les gens disent ça, je suis comme « Ah, ouais, OK. » Mais je suis full ouverte d'esprit puis de bonne foi, mais je vais dire oh, « Bon, on va l'essayer, tu sais. » Mais j'avais peur de me sentir un peu forcée, là. Bref.
de voir cette personne-là, puis finalement, c'est vraiment pas un match. Cette personne-là, c'est Juliette. Je rencontre Juliette. Juliette est originaire de Bonaventure. Elle a vécu tous ses étés ici. Elle a un chalet sur le bord de la rivière et c'est un total match. Je rencontre cette fille-là, puis je me dis, oh mon Dieu, on va-tu habiter ensemble? Oui. Elle aussi, elle cherchait un logement à partir donc de janvier 2021. Et on s'est loué un chalet sur le bord de la rivière Bonaventure. Et tu sais, j'avais vécu, avant ça, j'avais vécu comme l'été en Gaspésie. Ça s'est bien passé. Je me suis fait un entourage. J'aimais ma job, mon emploi. J'aimais les recherches que je faisais sur Passepébiac. Puis en apprendre davantage sur l'histoire de la Gaspésie. Mais ensuite de ça, ben là, habiter, je me suis faite comme ma première vraie amie avec laquelle j'ai habité par ailleurs. Donc, ça a été vraiment, vraiment trippant. Mais évidemment, le chalet avait seulement une durée limitée parce qu'il était loué l'été. Fait qu'en mai, il fallait qu'on quitte. Et en mai 2021, j'ai habité dans le presbytère de Saint-Alphonse pendant un mois, le temps que je trouve mon appartement à Passepébiac, mon cher appartement que j'ai occupé jusqu'à ce que j'achète ma maison à New-Carlisle, de laquelle je te parle actuellement. Donc oui, des enjeux. Enjeux aussi que en ville, j'étais habituée, j'avais une équipe de quiz. Moi, j'adore les quiz, j'avais une équipe de quiz. J'avais mes amis randonnées où on allait à Stoneham ensemble. J'avais, bon, les frères et sœurs de mes conjoints de l'époque. Ou bon, j'avais ma colocation aussi qui me faisait comme une forme de... on était vraiment des amis. Là, j'arrive ici... C'est la pandémie, il faut qu'on garde 2 mètres de distance. Il n'y a pas beaucoup d'activités. Là, aujourd'hui, il y en a tout plein, mais disons qu'à l'époque de la pandémie, tout le monde a pris un coup, hein, puis on le sait, ça a été vraiment difficile pour les organisations, pour les restos. C'était super compliqué. Je me rappelle d'une fois notable où je suis allée au Café Luna, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est donc belle fun ici. Mais il y avait tellement de protocoles, tu sais, puis c'était pas à cause de c'était juste à cause des mesures gouvernementales. Là. C'était plein d'amour pour le Café Luna. Là. C'était vraiment comme, oh mon Dieu, c'était vraiment compliqué, je pense, pour tout le monde d'appliquer ces mesures-là, puis ça a créé beaucoup d'isolement. Mais j'ai eu la chance de me faire un entourage, puis tout a bien été pour moi. Mais c'est sûr que la question du logement, aujourd'hui, quand on me parle, puis qu'on me dit, ah, j'ai vraiment le goût d'aller en Gaspésie, puis tout ça, moi, je suis comme, avant de prendre cette décision-là, j'oserais te dire, tâte le terrain un peu, parle à certaines personnes, comme moi, on dirait que j'ai commencé par l'emploi, puis là, j'étais comme forcée de me trouver un logement rapidement. Mais ça aurait pu mal finir dans le sens où j'aurais très bien pu ne pas trouver de logement puis devoir retourner à Québec puis déménager, dans le fond, mes affaires que j'avais déjà déménagé 3 mois plus tôt, tu sais. Fait que, bon, en fait, c'était censé être temporaire, là, mon arrivée en Gaspésie, c'est devenu permanent, mais tout ça pour dire que, puis des fois, là, il y a comme des groupes sur Facebook de logements, puis je vois les gens comme publier des super belles annonces, là. Ah, oh, on est un couple originaire de Montréal, on vient faire notre résidence. Puis je leur souhaite tellement trouver un logement, là. C'est tellement difficile. Puis aussi, ben, vu que la Gaspésie est constituée de petits villages, moi, on me connaît pas, là. Fait que, tu sais, pourquoi me louer nécessairement à moi quand tu sais que la fille de ton oncle ou de ton neveu, elle cherche un logement? Comme, je comprends très bien ces dynamiques-là, tu sais. Puis aussi, je dois te dire, puis là, c'est juste peut-être une paranoïa qui est juste de mon côté parce que j'ai jamais eu de discrimination nécessairement liée à ça. Mais je le sais que j'ai un nom d'une autre origine, tu sais. Puis moi, ça m'est déjà arrivé que les gens voient mon nom, puis, mettons, par exemple, suppose que je parle pas français ou que je suis comme une nouvelle arrivante, c'est bien correct, là. Moi, je serais jamais gênée d'être prise pour une nouvelle arrivante. C'est plus que il y a tout un lot d'enjeux aussi, là. Puis, en tout cas, là, on glisse vers autre chose, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une forme de privilège aussi d'être possiblement euh, je sais pas racisé. Tu sais, je sais pas comment ça se passe d'être racisé puis d'arriver en Gaspésie, là, d'être une personne de couleur ou de pas parler français. Donc, je dois juste souligner ces enjeux-là. Je trouve que ça fait partie de ta question, tu sais. Puis c'est pas pour dire que les Gaspésiens et Gaspésiennes sont racistes ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais parfois, moi, je le vois qu'il y a un petit malaise autour de mon nom, puis ça, puis c'est correct. Moi, je l'utilise comme une occasion pour me présenter, puis dire « Ah oui, je sais, il est dur à prononcer, c'est full normal, ça me dérange vraiment pas. » Mais tout ça pour dire que j'ai eu l'impression que des fois que voir mon nom, ça pouvait peut-être participer à une forme de « Ah, c'est qui ça? C'est une petite à qui? On le sait pas. » Puis j'ai l'impression que le lien de confiance, il s'établit parfois en sachant c'est ça, en sachant la généalogie ou en tout cas la filiation des gens entre eux. Fait que la réalité d'être nouvelle arrivante en Gaspésie, je pense que moi, j'avais tous les facteurs comme favorables. Tu sais, je suis pas gênée, je vis pas nécessairement une situation comme de marginalisation.
mais ça aurait pu. Puis je pense que pour certains groupes de personnes, ça doit être plus difficile que d'autres, là. Puis encore une fois, là, je veux juste leur souligner une dernière fois, c'est vraiment pas pour dire que qui que ce soit est raciste ou fait de la discrimination. C'est plus que quand on est la seule personne dans un groupe qui a un nom d'une autre origine, on le sent un peu, tu sais. Ou qu'on vient pour faire des démarches de logement ou des choses comme ça peut des fois nous nuire dans un petit milieu, puis c'est juste pour ça là, que je dis ça. Ben, je pense que c'est extrêmement pertinent que tu soulignes ces points-là. Tu sais, évidemment, moi, je peux pas comprendre, bien que je peux concevoir. Moi, je suis originaire d'ici. Je le sais que ça facilite les choses. Ce serait se mettre la tête dans le sable de dire que c'est pas le cas. Quand je suis revenue puis que j'ai trouvé des places en service de garde, ben, c'est parce que j'étais la cousine à telle ou parce que j'étais la fille. Ça joue un rôle nécessairement. Ça veut pas dire, comme tu le mentionnes, que c'est parce que les gens veulent consciemment faire de la discrimination. Exact. Je pense que ça veut pas dire que parce que consciemment les gens sont racistes, reste qu'on habite, on évolue dans une société d'où tout ça est présent, on peut pas le nier. Mais je pense, moi, ce que je dis souvent aux gens, parce qu'on me contacte beaucoup, tu sais, pour venir s'établir en Gaspésie, ce que je rappelle aux gens, des fois, c'est que c'est peut-être pas aussi facile qu'avant. Parce qu'il y a été une période, mettons, un peu avant la pandémie, où il y avait énormément de logements. Les maisons étaient très abordables. Puis souvent, on reste associé à cette période-là. Fait qu'on imagine, quand on est ailleurs, que c'est donc accessible à Gaspésie. Ça reste, dans certains cas, beaucoup plus accessible que d'autres régions, mais ça veut pas dire que ça se fait en claquant des doigts. Tu sais, ça veut pas dire que ça va être facile. Puis je pense que c'est là que les gens, des fois, ont pas prévu le coup, justement, parce que là, tout le monde arrive avec un emploi, puis finalement, on sait pas où habiter. D'où, là, c'est important de le planifier, c'est important de se faire accompagner, c'est important d'utiliser toutes les ressources qu'on peut utiliser. Puis aussi, ce qu'on voit beaucoup, parce que quand on regarde les statistiques, en fait, les gens continuent d'arriver. Fait qu'ils se trouvent un endroit où habiter. C'est juste que des fois, c'est des endroits plus précaires, c'est des endroits qui conviennent pas, ou c'est des endroits qui sont plus loin. Puis ça, c'est ce que les gens, je pense, qu'on commence à comprendre, c'est que, tu sais, par exemple, tu veux déménager à Carleton, c'est magnifique, Carleton, ça se peut que tu te ramasses à Saint-Omer, ça se peut que tu te ramasses à Nouvelle, ça se peut que tu sois à Cascapédia, Saint-Jules, tu sais, il faut être prêt aussi à comprendre un peu ces réalités-là, mais ça reste qu'il y a des défis, effectivement. Puis tu sais, on s'entend, la région est très au courant, les gens qui travaillent dans le développement de la région sont très au courant, mais c'est tellement des grands défis que c'est difficile à régler très facilement, rapidement. Mais je trouve ça hyper pertinent que tu le mentionnes parce que ce serait mettre des lunettes roses de dire que c'est hyper facile de s'établir en Gaspésie puis que tout se passe toujours super bien. Là. Ça peut pas être ça tout le temps dans n'importe quelle région. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai aucune honte maintenant de me réclamer d'être gaspésienne. Moi, dans mon sens, tu sais, je vais jamais avoir grandi en Gaspésie, je vais jamais être native de la Gaspésie, mais je me sens d'appartenance à ici. Mes racines sont ici. C'est ici que je choisis de travailler, de vivre ma vie. Je paye des taxes, je consomme. Je veux dire, j'achète des produits dans les épiceries, je valorise, tu sais. Fait que pour moi, on dirait que c'est ça. Je trouve que il y a des discriminations auxquelles je sais que c'est pas nécessairement, je suis pas le public cible de ces discriminations-là, mais par contre, c'est ça. Je pense que pour certaines personnes, ça doit être difficile. Puis je pense que c'est ça. Les gens qui sont peut-être plus de passage pour travailler ou la main-d'œuvre, tout ça, ça peut créer des solitudes. Puis c'est pour ça que je prends la peine de dire ça parce que ça m'est arrivé là, quand on parle de petites discriminations, de me faire dire mais toi t'es pas gaspésienne, tu peux pas nécessairement comprendre. Puis je suis comme mais moi je suis full à l'écoute là, je suis à l'écoute du fait que ça se peut très bien qu'il y a des choses que je comprenne pas. Par contre, je veux juste pas me faire exclure d'un groupe non plus parce que je suis full de bonne foi puis moi je veux les comprendre les enjeux puis je trouve ça comme super important là, tu sais. Mais ça m'amène à un autre sujet là qui est que je trouve que il y a beaucoup de Gaspésie, dans le fond, là, en approfondissant un peu l'histoire de la Gaspésie, puis de visiter les différents villages, de réaliser des synthèses historiques pour les MRC. Je me dis, OK, ouais, Cascapédia Saint-Jules, comme tu le nommes tantôt, puis mettons Saint-Godefroy, puis mettons Escuminac, puis la Pointe-Fleurant, puis Saint-François d'Assise, là, c'est toutes des réalités vraiment différentes. Même si on partage sensiblement un même territoire, ce territoire-là, il est immense. Puis je me rends compte à quel point il y a des formes un peu de solitude, là. Puis des Gaspésiens, Gaspésiennes, qui se revendiquent aussi Gaspésiens, Gaspésiennes, mais qui sont quand même un peu marginalisés, même s'ils viennent d'ici, même s'ils sont nés ici.
Donc, c'est pas non plus une recette pour que ça se passe bien dans notre vie d'être Gaspésien, d'être né ici, tu sais. On peut vivre en Gaspésie assez difficilement, puis venir d'ici de père en fils, de mère en fille, etc., là, tu sais. Tellement. T'as tout à fait raison. Il y a des Gaspésies, en fait, il y a des réalités gaspésiennes. Ouais. Puis souvent, j'ai l'impression, dans beaucoup de grands médias, on a tendance à toujours en parler comme un tout, la Ouais. Gaspésie. Ouais. Alors que c'est très différent. En fin de semaine, j'étais en Haute-Gaspésie. C'est hyper différent de la baie des Chaleurs. Totalement. Dans juste au niveau du paysage, au niveau du développement, au niveau même de tout, en fait. Ouais. Puis même de la façon que les gens parlent, tu sais, j'ai fait un balado avec des gens de l'Estran, puis j'ai des amis qui sont de ce coin-là, Grande-Vallée, Petite-Vallée. Juste l'accent, la façon de parler, je trouve tellement que c'est influencé par le territoire qui est beaucoup plus rude là-bas, tu sais, c'est le fleuve, c'est vraiment des grandes falaises, des courbes incroyables. Dans la baie des Chaleurs, c'est tellement plus doux, le paysage, que ça joue, puis je pense que tu le dis très bien qu'il y a plusieurs réalités gaspésiennes, il y a plusieurs Gaspésies, mais je trouve ça hyper intéressant de voir que tu t'es intéressé en arrivant à l'histoire de la Gaspésie, au matrimoine gaspésien. Je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que tu arrives à voir la Gaspésie complètement différemment, mais en même temps, c'est hyper pertinent d'avoir des gens comme toi qui n'ont pas grandi ici puis qui sont capables d'avoir un regard qui est pas justement influencé par tout le fait d'avoir grandi ici. Tu sais, ça, je trouve ça incroyable. Probablement aujourd'hui que tu en sais plus sur la région que bien des gens qui sont nés ici, là. Puis j'ajouterais aussi, moi j'ai toujours, en tout cas pour moi, il y a personne à part soi-même qui peut savoir si on est gaspésien ou pas. À part si on habite puis qu'on vient de Rimouski puis qu'on n'a jamais été en Gaspésie. Là, pour moi, dans ma tête, c'est la ligne géographique qu'on peut pas franchir parce que les gens se trompent encore vraiment beaucoup entre Rimouski puis la Gaspésie. Mais tu sais, je dis souvent ça, mettons, aux gens qui viennent de Matane. Il y a juste les gens de Matane qui peuvent savoir s'ils sont gaspésiens. Et moi, je peux pas leur dire parce que Matane, c'est Gaspésie touristique administrative, c'est compliqué, mais l'identité, c'est propre à chaque personne aussi. Oui, totalement, totalement. Puis merci pour ce que tu viens de me dire. C'est un beau partage. Puis merci de me partager aussi ton impression, tu sais. Puis moi, en même temps, plus que j'approfondis l'histoire de la Gaspésie, plus que je me rends compte que je sais pas grand-chose. C'est un peu comme ça quand on progresse dans la connaissance de quoi que ce soit. Mais je m'intéresse particulièrement aux réalités des gens. Dans le fond, c'est comme la chose que j'aime le plus parce que cette réalité-là est ancrée dans une historicité. Tu sais, puis je m'intéresse beaucoup aux communautés, notamment anglophones, autochtones. Je pense que c'est des communautés qui sont marginalisées, bien que bien présentes et historiquement présentes. Tu sais, on peut pas non plus les étiquettes qu'on peut donner, par exemple, aux nouveaux arrivants ou les préjugés qu'on peut avoir, on peut absolument pas les avoir envers des anglophones de Chickawack ou des Mi'kmaq de Gaspésiac, par exemple. Tu sais, c'est des communautés historiques qui sont là depuis vraiment longtemps. Donc, ça m'intéresse vraiment beaucoup de travailler avec ces personnes-là parce que, ben, mettons, je vais le dire comme ça, là. Moi, ma valeur première dans la vie, là, la chose qui est le plus important pour moi, c'est l'humilité. Puis, ça fait en sorte que je suis tout le temps un peu en train de me questionner. Non, je suis jamais trop sûre. C'est rare que je vais affirmer des choses hors de tout doute, là, en étant vraiment certaine. Puis les Gaspésiens sont ci, puis l'histoire de la Gaspésie, c'est ça. Je suis vraiment quelqu'un qui est comme prudente dans ses affirmations. Fait que je trouve ça tellement intéressant d'avoir des personnes qui enrichissent constamment mon point de vue. Puis c'est sûr que pour moi, c'est un peu lié à mon bagage, là. Moi, j'ai des grands-parents immigrants, là. Tu sais, j'ai des grands-parents qui cassent le français, là. Puis j'adore ça. Je trouve ça a tellement participé à mon ancrage au territoire. Puis bon, ironiquement, c'est le fait que je me sente plus ou moins, tu sais, connectée à ce côté espagnol-là qui fait en sorte que je suis intéressée beaucoup par les autres cultures, par les groupes de personnes qui sont plus minoritaires, dans le fond, dans la population. Puis, ben c'est ça, dans ma pratique à la fois artistique puis historique, j'approfondis vraiment mes liens avec les communautés, là. Tu sais, comme par exemple, je vais donner des ateliers d'art à Chickawack en anglais, puis je trouve ça super trippant. Je me dis, ah ben,
c'est le fun aussi de travailler en anglais, ce que je pouvais possiblement faire un petit peu plus en ville, mais que j'ai pas vraiment la chance de faire aujourd'hui. Donc, je trouve ça vraiment trippant. Puis sinon, mon travail à Guess-Capégag aussi est une source de richesse épouvantable, là, comme incroyable. Je me pince d'avoir la chance de travailler avec les Mi'kmaq. Fait que pour moi, ma perspective elle est tout le temps comme... Elle est tout le temps enrichie là, à tous les jours que je passe, tu sais. Puis moi, c'est ça qui manque un peu dans la Gaspésie. Je pense que c'est le fait d'avoir ce regard extérieur-là. Moi, je dois dire que je me sens ambassadrice de la Gaspésie, puis pas plus qu'une personne d'ici, là. Juste différemment. Juste différemment, tu sais. Je pense que je trouve que toi, t'es le meilleur exemple d'une personne qui vient d'ici, qui vient d'une ascendance, tu sais, acadienne, qui est comme hyper ambassadrice du territoire, puis de ce qui est tellement beau d'être gaspésien, gaspésienne. Je trouve ça full beau. Puis à l'inverse, moi, je pourrais jamais, tu sais, cette place-là, par exemple, que toi t'occupes en tant que née native de la Gaspésie, je pourrais jamais l'occuper. Moi, j'ai comme autre chose qui est en fait, finalement, non, c'est une réalité commune parce que t'es sorti de la région, je pense, tu sais. T'es allé comme à Rimouski, Montréal, c'est ça, hein? Oui, oui, mais en même temps, je pense quand même que le fait d'être née native ici amène puis je vais le mettre en gros guillemets, amène des privilèges des fois, tu sais. Oui. On va me faire plus confiance facilement et j'ai des angles morts beaucoup plus que des gens qui sont pas originaires d'ici. Parce que, puis tu sais, je le donne souvent comme exemple, mais je dis souvent que j'ai dû désapprendre et réapprendre des choses, puis je suis encore en train d'apprendre. Mais par exemple, quand j'étais jeune, moi, j'adorais apprendre par cœur le nom des villages, là, comme je voulais faire le tour de la péninsule. Cool. Mais la façon que je l'ai appris, puis tu sais, j'ai dû le désapprendre, ça a toujours été, par exemple, Kaplan, Norrichimon, Maria, Carleton. Qu'est-ce était pas là? Parce qu'on me l'a pas appris. Parce qu'on parlait pas vraiment des réalités autochtones, on parlait pas vraiment des Mi'kmaq, sauf pour tomber dans des stéréotypes. C'était deux solitudes, souvent, quoique des fois dans le sport, ça se côtoyait. Mais, tu sais, j'ai pas été sensibilisée à ça du tout quand j'étais jeune. Fait que c'est vraiment en partant puis en revenant que là, j'ai réalisé que ça faisait pas de sens. Puis j'essaie de pas apprendre ça à mes enfants, tu sais. Moi, dans ma maison, j'aime avoir de l'art gaspésien, là. Personne va être surpris de savoir que je tripe sur les choses qui sont faites en Gaspésie. Puis ça fait un bout, puis tu sais, je l'ai pas encore fait, mais je me dis, je dois absolument avoir de l'art autochtone affiché parce que ça fait partie de l'histoire puis de la réalité gaspésienne. Mais c'est pas comme ça qu'on me l'a enseigné. Je comprends tellement. Fait que tu sais, il y a des angles morts qui sont là, qui sont plus difficiles pour moi, même il y en a que j'ai pris conscience, mais il y en a que j'ai pas encore pris conscience aussi. Puis je trouve que c'est là que quelqu'un qui arrive de l'extérieur de la région a une force. C'est là que j'aime échanger avec des gens comme ça qui me font réaliser ces angles morts-là, puis qui ont une perspective différente de plein de choses, tu sais. Puis un autre exemple hyper banal, moi, j'aurais jamais acheté une maison à Passepébiac, puis c'est pas parce que j'aime pas Passepébiac, mais j'ai grandi à Caplan, je suis allée au secondaire à Bonaventure, il y a toujours eu des guerres de clochers entre Passepébiac puis Bonaventure. Je m'imaginais pas que mes enfants auraient été au secondaire à Passepébiac. Pourtant, c'est une des meilleures écoles secondaires de la Gaspésie, tu sais. Il y a plein d'avantages. C'est une communauté tellement, tu sais, serrée, Passepébiac. Mais parce que j'ai grandi ici, il y a ça qui s'est installé que des gens qui vont venir de l'extérieur ont pas. Puis j'adore rencontrer des nouveaux arrivants qui, un peu comme toi, arrivent à Passepébiac, s'installent dans le coin puis m'en parlent que de façon positive. Je trouve ça incroyable. Puis c'est pour ça, en fait, qu'il faut que tout le monde se côtoie. Puis je pense que c'est juste complémentaire, en fait, nos rôles au final. Tellement, tellement. Puis je pense que, tu sais, je veux dire, le groupe dominant, ça va quand même un peu tout le temps être le groupe qui vient d'ici, tu sais. Fait que l'apport de 109, tu sais, je le vois comme ça, là. Je le vois comme modestement, là. Je pense que l'apport de 109, c'est bon aussi parce que nous, on apporte un point de vue qui est comme amoureux de la région, qui est naïf aussi. On n'a pas ces histoires-là de guerre de clochers, de familles qui s'aiment pas, de monde qui se battent dans le sport. Comme moi, j'arrive ici, là, j'ai aucune idée, là, tu sais, puis j'ai travaillé à Passepébiac, puis les gens me disaient toutes sortes de choses, tout comme si, j'imagine, si j'avais travaillé à New Richmond, on m'aurait dit « Ah, telle affaire ». Mais les gens me disaient des choses sur Passepébiac, puis j'étais comme « Ah, moi, c'est pas comme ça que je le vis » ou « Ah, OK », parce que moi, j'ai été vraiment accueillie là, par Passepébiac. Fait que ce que je disais, là, tu sais, par rapport aux considérations, c'est d'être nouvelle arrivante, c'est plus de tout ce qui vient avec le fait de devoir se présenter, là, 40 fois par jour, puis de devoir gagner des liens de confiance qui sont justement pas tissés par les familles. Mais sinon, moi, j'ai été super bien accueillie par Passepébiac et
J'ai pas vraiment senti tout ce que les gens m'ont dit, puis qui sont aussi comme, c'est ça, des réalités historiques qui sont beaucoup moins présentes. Tu sais, comme par exemple, ben là, on me parlait du Dunlin, le Dunlin à Passepébiaca, telle affaire, tu sais. Moi, j'ai jamais vécu ça. Je veux dire, je suis arrivée, le Dunlin n'existait plus, fait que, tu sais, les genres de party que les gens me racontent, que j'étais là, oh mon Dieu, ok, ouais, c'est quand même vraiment intense. Ben, j'ai jamais vécu ça, donc c'est sûr que moi, j'ai comme un point de vue qui est quasiment ethnologique parce que tout ça, pour moi, c'est comme de l'histoire. Ça rentre dans l'histoire, même si c'est, mettons, en 2017. Ben, pour moi, c'est comme, c'est pas attaché à du tout mon propre présent, mais c'est attaché comme au récit historique des Gaspésiens, Gaspésiennes. Fait que c'est pour ça, tu sais, le point de vue extérieur, il permet aussi comme vraiment quelque chose de neuf, d'amoureux, là, je le dis comme ça, là, parce que tu sais, ce qu'on partage, toi puis moi, je pense, tu sais, c'est vraiment comme on est amoureuse de la Gaspésie, là. Moi, je capote sans cesse sur la Gaspésie, puis ça fait bien de la peine à ma famille que je parte de la région, là. Comme je disais, moi, toute ma famille vient des environs du West Island, sud-ouest de Montréal, puis ils n'ont pas compris. Mais moi, je comprends. Moi, je comprends pourquoi je suis ici. Je trouve ça tellement beau, j'aime tellement les gens. Tu parlais d'accent puis de couleur. Ah, ça me fait tellement triper, tu sais, puis les histoires locales aussi des gens, là, moi, j'aime ça interviewer, faire des enquêtes orales. Je trouve ça génial. J'ai pu le faire pour Gascapéguac, je l'ai fait pour Caplan, je l'ai fait comme pour plusieurs villages jusqu'à présent, puis je m'intéresse, tu sais, aux surnoms de famille, aux expressions, aux parlures, aux toponymes locaux, ce genre de choses-là. Là. Fait que moi, c'est sûr que les gens, la couleur des gens, le fait que j'appartiens pas à tout ça, ça me permet d'avoir le regard un peu de la personne qui mène comme une enquête, là, tu sais. Fait que, J'aime tellement ce que tu mentionnes parce qu'on dirait que ça me fait réaliser un peu, ben, en fait, ça me fait comprendre mon rapport avec Gaspé. Tu sais, comme tu parles d'un rapport amoureux avec la Gaspésie, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai vécu avec la ville de Gaspé parce que quand je suis arrivée là, justement, vu même si c'était pas très loin d'où j'arrivais, c'était quand même des réalités différentes. Puis ouais. je pense qu'on est similaires de ce côté-là. Tu sais, rapidement, j'ai voulu comprendre les toponymes, chaque anse, comment ça s'appelle. Puis là, si toi, tu viens de telle place, ça se prononce de cette façon-là. Puis oui, mais pourquoi les locaux disent ça? Puis OK, telle famille, telle famille. Tu sais, on dirait que c'était important pour moi pour comprendre. Puis ça m'a tellement liée fortement à Gaspé qu'après ça, quand je suis arrivée à Montréal, c'était comme quasi impossible à faire parce que c'est tellement gros. Ouais. On dirait que ça m'aspirait tellement c'était immense, puis c'était comme à un niveau qui me dépassait complètement, que j'ai jamais réussi à faire ça avec le coin où j'ai habité à Montréal, ni même avec le coin où j'ai habité à Rimouski. Mhm. Mais j'avais réussi à faire ça avec Gaspé, puis tu sais, on dirait que moi, ça me faisait appartenir à cet endroit-là que de comprendre Ouais. comment les dynamiques fonctionnent. Absolument. Moi, c'est ça mon ancrage au territoire. Puis je pense que c'est dans ta bio, soit LinkedIn ou Facebook, mais comme dans ta bio où tu dis j'aime tellement la Gaspésie que j'en ai fait un métier. Quand j'ai lu ça, je me suis dit oh mon Dieu, on est la même personne. Puis je sais pas si tu te rappelles la première fois qu'on est allé déjeuner ensemble, là, qu'on avait comme parlé là, pendant des heures de la Gaspésie puis de ce qu'on aimait. Je me sens exactement de la même manière. J'aime tellement la Gaspésie que moi aussi j'en ai fait un métier, juste différemment, tu sais. Puis ouais, c'est ça. Je pense que le fait, j'aurais pu aimer la Gaspésie en venant d'ici, là, totalement, j'aurais pu, mais c'est ça. Je pense que le point de vue un peu curieux de ah c'est quoi ça. Des fois, il faut partir pour l'avoir, tu sais. Fait que toi, ben c'est ça, t'es parti, puis là t'es revenu, puis tu t'es dit oh mon Dieu, il y a une communauté ici. Des fois, pour savoir qu'on appartient à une communauté, il faut comme en sortir un petit peu, puis être dépaysé, puis faire oh ça c'est non, ça c'est pas pour moi, puis après ça de Exactement. revenir, tu sais. Je dis souvent que j'ai jamais été plus gaspésienne qu'en étant à Montréal. Parce que Hmm. c'est là que j'ai pris conscience de tout ça, mais exactement comme tu dis, quand t'es dedans tout le temps, des fois, il faut que tu partes un peu pour prendre conscience puis réaliser. Puis jamais je pourrais regretter d'être partie de la région parce que j'ai Ouais. appris tellement de choses, j'ai croisé tellement de gens intéressants, importants, que je pense juste que c'est devenu, un peu comme tu as dit, chaque expérience nous forme d'une Hmm. certaine façon. Mais je repense souvent à la Joanie adolescente qui avait juste hâte de sacrer son camp d'ici parce qu'elle voyait pas tout ce qui l'entourait, tu sais. Ouais. Puis tant mieux qu'elle le voyait pas parce que ça lui a permis d'être curieuse, ça lui a permis d'aller ailleurs, puis ça lui a permis de, tu sais, de voir les choses différemment. T'en as parlé rapidement des différents projets que tu mènes au niveau professionnel qui t'amènent à creuser l'histoire de différentes communautés. Est-ce que tu as des projets
qui t'ont marqué plus que d'autres? As-tu envie de nous en parler de certains? Ah, avec plaisir. Je dois dire que je suis à mon compte depuis 2022. Donc, j'ai fait ce saut-là. Suite à mon contrat à Passepébiac, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai fait 2 ans comme chargée de projet en histoire et en patrimoine, puis c'est sûr, c'est la première expérience Passepébiac, je peux pas. Puis j'ai fait plein de projets à l'intérieur de ce mandat-là, fait que pour moi, c'est mon mythe fondateur, Passepébiac. Je le mets comme ça. J'ai fait une expo sur les familles souches, j'ai fait un projet de photocollage, puis j'ai fait un site web qui s'appelle Patrimoine Passepébiac, puis c'est comme les expériences. Aujourd'hui, c'est drôle parce que j'ai évolué depuis ce temps-là, puis je me dis, ah, tu sais, j'étais plus jeune, c'est correct, c'est vraiment normal, tu sais, ça fait déjà 3 ans, mais c'est sûr que c'est mon genre de mythe fondateur. Mais par contre, je dois dire que j'ai aimé toutes mes expériences, puis j'ai eu la chance que j'ai jamais manqué d'ouvrage depuis que j'ai parti mon entreprise, même que c'est quasiment l'inverse, là. Je suis pleine de contrats et tellement reconnaissante de la confiance qu'on me porte. J'en reviens pas. Dans les choses que je préfère, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais je travaille à Guescapé-Gag. J'ai un mandat comme consultante en patrimoine, ça fait 2 ans pour Guescapé-Gag. Et je travaille avec des aînés, je travaille avec le département de la culture, la langue et du patrimoine de Guescapé-Gag. Je suis là une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Puis je rédige une synthèse historique en ce moment qui combine en fait une approche que je développe vraiment spécifique à la Gaspésie. Et c'est la suivante. Pour moi, pour garder une perspective complexe et complète de l'histoire, j'essaie d'arrimer 3 sciences ensemble. Les enquêtes orales, ce qui est un incontournable si on travaille avec les communautés autochtones de toute façon. C'est vraiment important. Puis d'ailleurs, c'est aussi la mémoire orale qui lutte un peu contre une forme de l'oubli qui est à l'écrit, ironiquement. C'est-à-dire que t'en parlais un petit peu tantôt, on n'a pas vraiment appris des communautés autochtones. Même moi, là, qui est originaire de l'île Perrot, moi, on a parlé un petit peu de Kanawake, là. On a parlé des Mohawks de Kanawake. J'aurais pas pu te nommer d'autres nations, d'autres communautés autochtones à ce moment-là. Là, fait que moi aussi, c'est une forme d'apprentissage constant que de travailler avec les communautés autochtones. Et c'est ça. Donc, la mémoire orale est incontournable, vraiment importante, puis elle permet justement de corriger le récit duquel ils ont été occultés. Les archives aussi. Donc, j'ai l'immense plaisir pour Guescapé-Gag en ce moment d'éplucher les rapports des affaires indiennes, des rapports d'inspecteurs d'école, des registres marchands, toutes sortes d'archives à Bibliothèque Archives Canada et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Rapatrier des photos, numériser des photos de famille. Juste derrière moi, j'ai mon scanner. Puis la semaine passée, j'étais en train de scanner des photos d'un aîné, tu sais, pour mettre ça dans des fonds qui sont créés spécifiquement sur le serveur de Guescapé-Gag. Donc, c'est ça. Fait que archives, mémoire orale et culture matérielle, l'archéologie. Parce que là, il y a une science en ce moment qui est comme en train de venir s'infiltrer. Ben, elle a toujours été là, l'archéologie, mais d'autres disciplines s'intéressent beaucoup à l'archéologie aussi. Puis je fais juste un petit aparté pour parler de notamment les découvertes de tombes anonymes derrière les pensionnats, là, tout le mouvement qui a mené là, à tout ce qu'on sait, là, Search the Landfills, tous ces mouvements-là, Orange Shirt Day, puis bref, la Journée internationale des peuples autochtones. Toutes ces initiatives-là mènent un peu à s'intéresser à ce que la mémoire orale sait sur l'occupation du territoire pour dire, nous, on le sait qu'ici, on enterrait telle personne. Ou nous, on sait que nos enfants sont décédés derrière tel pensionnat. On le sait qu'ils sont enterrés là. Tu sais, aller chercher. Fait que, tu sais, l'archéologie, elle permet d'aller confirmer des choses qui sont dites de génération en génération, là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Tout ça pour dire que cette synthèse-là que je fais pour Guescapé-Gag actuellement, elle allie ces 3 choses-là. Fait qu'on parle un petit peu de, tu sais, des archives, puis je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de gens qui sont plein de discrimination aussi. Puis c'est pas nécessairement leur point de vue, mais tu sais, des fois, ils font des descriptions, puis la description est épouvantable, mais il y a comme une information historique qui est vraiment précieuse. Je te donne un exemple. Je regardais des archives de curés, puis le curé
le prêtre de Guescapéguague, qui était aussi le curé de Maria. Il dit ben là, les Mi'kmaq, ils fréquentent l'école de Guescapéguague, mais là, c'est parce que l'hiver, ils campent à Maria, sont bien plus proches de l'école à Maria. Mais ça, c'est vraiment précieux là, qu'ils disent ça. Là. Ça veut dire il y avait encore, tu sais, mettons là, je pense que c'était autour de 1920, il y avait encore des Mi'kmaq qui campaient là, proche de Maria. Là. Fait que moi, je trouve ça tellement précieux. Donc, les archives nous permettent ça. La mémoire orale complémente ce que les archives éclipse, occulte, rature, enlève, cache, nie, etc. Et l'archéologie, bien que souvent elle va livrer parfois des témoignages qui sont comme préhistoriques, ben elle permet d'attester d'une occupation, tu sais. Fait que je dirais que mais je veux pas choisir parce que tous mes mandats, c'est comme mes enfants, là, parce que j'ai fait de la recherche, dans le fond, fondamentale, là, dans quasiment tous mes mandats. C'est-à-dire que je m'en vais, puis je m'assois, puis je check des archives. Je check des rapports notariés. Je check des bottins de commerce, tu sais. J'ai fait ça pour presque tous mes mandats. Mais mon expérience sur un plan vraiment personnel et pas nécessairement professionnel, Guescapéguague, c'est ce contrat-là avec Guescapéguague, c'est comme la meilleure chose qui m'est arrivée là. Mais je veux pas non plus, c'est ça, discriminer entre mes autres contrats parce que j'aime tous mes contrats. Actuellement, je suis en train de conclure, il n'est pas encore sorti, mais un site web sur l'histoire de Kaplan. Et là, ça, c'est super intéressant parce que ben, je sais que tu es originaire de Kaplan, là, tu sais, puis c'est tellement beau le travail que tu fais, notamment pour le 150e. Mais c'est ça. Fait que dans le cadre de Kaplan, ben là, on s'intéresse à. J'ai des gens aussi qui font un petit peu de recherche avec moi parce que il y a beaucoup de choses là, à chercher. Mais tu sais, par exemple, ben la rivière Jean Kaplan, là, tu sais. C'est qui Jean Kaplan? C'est quand? C'est quoi la mention la plus tôt qu'on la trouve dans l'histoire? Quand est-ce qu'on arrête d'avoir cette mention-là? C'est-tu juste comme un mythe ou ça a été présent dans plus qu'un... Tu sais, c'est-tu juste une erreur du recenseur ou bon... du curé dans un acte de baptême ou ben donc on le voit 10 autres fois. Donc, moi, j'adore ces enquêtes-là. Puis c'est là que, tu sais, la généalogie, les histoires, l'histoire locale, tu sais, les cartes, l'étude des cartes, tout ça, ça vient ensemble. Puis moi, j'adore ça. Dans le fond, pour moi, l'histoire, là, c'est vraiment pas comme une science aboutie, là, c'est comme une agglomération d'une pluralité de perspectives. Puis c'est pour ça que je trouve ça vraiment, vraiment trippant. Donc, en ce moment, j'aime vraiment beaucoup ce mandat-là. Et sinon, ben l'archéologie, mon amour pour l'archéologie a un petit peu surgi avec un contrat que j'ai eu à l'espace Napaga. Donc, c'est le bourg de Pabo qui a changé de nom. Je le mentionne là pour nos auditeurs. Donc, l'espace Napaga, c'est le site archéologique de Pabo, un site qui est représentatif de plein de périodes historiques, de la préhistoire jusqu'à l'industrie forestière du 20e siècle. Juste avant la Gaspésia, là, Pabo, dans le fond, a été occupé de la préhistoire aujourd'hui, là, tu sais, aujourd'hui avec la suite, évidemment, l'interprétation et puis le centre d'interprétation, et les expos, puis tout ça. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je m'assoie, il faut que j'aille checker le vocabulaire, là, c'est quoi un sondage, c'est quoi une reconnaissance archéologique, et j'ai lu tout ce qui s'est fait sur Pabo dans le cadre de ce mandat-là, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant, là, notamment la présence préhistorique, tu sais, de groupes autochtones, là, qu'on soupçonne être les ancêtres des Mi'kmaq, mais ils n'ont pas de précision plus que ça, là, mais c'est fort probable que ce soit ça. Donc, ouais, je dois dire que j'ai vraiment de la chance de faire plein de choses le fun. Je fais des conférences aussi, des articles, j'aime vraiment ça. Puis, je suis un peu comme toi, là, c'est ça, là, tu sais, j'en fais un métier, je prends ce qui me passionne, puis j'essaie de gagner ma vie en faisant ça, là, puis pour moi, c'est jamais de la job, travailler, là. Honnêtement, là, puis je le dis souvent, là, moi, je ferais ma job gratuitement, là, si je pouvais, comme, assurer ma survie d'une autre façon que de gagner de l'argent, là. J'aime tellement ça que je ferais ça gratuitement, là. Ça me parle énormément ce que tu dis là, Camélia, parce que, tu sais, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit, moi, j'aimerais juste être payée pour exister, comme, Ouais. tu sais, pour avoir la base, puis le reste, un peu comme toi, j'aime tellement ce que je fais que rarement j'ai l'impression de travailler. Puis j'étais invitée sur un balado récemment avec Caroline Farley à Gaspé, puis je mentionnais justement, je fais plus de distinction entre ma vie personnelle et professionnelle parce que c'est pas du travail. J'ai pas l'impression que c'est du travail. Puis on dirait que ça me rendrait
ça me rendait beaucoup plus anxieuse d'essayer de faire cette Moses de distinction difficile-là que de juste embrasser le fait que j'ai la chance de pouvoir exister puis de faire plein de choses qui me passionnent puis avoir des sous pour ça puis bien vivre. Fait que, tu sais, je me trouve ultra privilégiée. Puis j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as mentionné que je trouve tellement intéressant, c'est j'aime vraiment particulièrement comment tu présentes le fait qu'il y a plein de perspectives à l'histoire, tu sais, puis qu'on peut jamais être sûr de rien. Puis moi, j'ai tellement l'impression que j'ai grandi en me faisant dire « voici l'histoire, voici ce que c'est ». Puis quand tu vieillis, quand tu prends conscience que l'histoire est extrêmement subjective, j'ai trouvé ça difficile à certains niveaux, puis je te dirais que c'est un peu ce qui me passionne puis m'a encouragée à m'impliquer pour le 150e de Kaplan, qui est mon village natal. Tu sais, pour donner un exemple, les femmes dans le 100e de Kaplan, c'était un demi-paragraphe dans un livre, le rapport. Alors qu'on le sait, le rapport est beaucoup plus considérable que ça. Fait que je me suis dit, moi, j'ai la chance de pouvoir influencer la façon que je vais la raconter, l'histoire, cette fois-ci pour le 150e. Ben, je vais le faire avec des valeurs qui me parlent. Puis les femmes, ben, le matrimoine, ça va devenir une thématique importante qu'on va vouloir mettre de l'avant. Puis tout récemment, là, au mois de mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, on a juste demandé tout simplement aux gens qui sont abonnés aux réseaux sociaux du 150e de Kaplan de nous parler de femmes importantes. Puis on a eu des dizaines de réponses de femmes qui ont marqué les gens à Kaplan. Fait que c'est pas parce que c'est pas là, c'est parce qu'on l'a pas documenté, on l'a pas mis dans l'histoire, mais ça a toujours existé. Totalement. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, là, puis, tu sais, je parlais de... En tout cas, tu sais, on a parlé du fait que, bon, je suis pas d'ici, je suis une nouvelle arrivante. Bon, OK, j'ai comme une partie de ma famille qui est immigrante, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme des couches d'identité. Une autre couche d'identité qui est importante pour moi, c'est que je suis une femme, là. Je suis une femme, puis je me revendique de ces violences-là qu'on a vécues, dans le sens où moi, j'adore ça, m'instruire sur le féminisme, sur la condition des femmes partout dans le monde, sur l'obtention de nos droits, sur l'évolution des droits des femmes, ça me fascine. Et oui, dans le fond, pour moi, faire de l'histoire, c'est aussi une entreprise de pluralité de points de vue, mais de faire valoir aussi des points de vue qui ont été absolument éliminés. Puis celui des femmes, ben c'est tellement ça, là. Récemment, j'ai fait pour le Graphici une série de 3 articles où j'épluche des recensements à la recherche des femmes. Donc, je le mentionne d'emblée, je pourrais jamais recenser tout le travail des femmes parce que le recenseur, il écrit bien qu'est-ce qu'il veut finalement, là. Puis on le voit d'un village à l'autre. Des fois, il écrit couturière pour quasiment toutes les femmes. D'autres fois, il n'y a aucune mention ou presque de métier de femme. Donc, on le sait que c'est partiel, c'est pas super rigoureux, mais je voulais juste sortir les grandes catégories, tu sais. Puis là, je me suis fait comme des tableaux statistiques. Puis là, je me disais, OK, ça, c'est vraiment intéressant. Les femmes sont tellement gardées loin de la mémoire orale, loin des récits, loin des archives, loin de tout. Puis, je veux dire, c'est tellement évident, on forme 50% de l'humanité, là. On est là, nos réalisations comptent tout autant, puis t'sais, on sait que la domesticité était comme l'espèce de sphère d'action de la femme. Jadis, on la gardait, elle était comme confinée à ça. Ben là, le fait de faire cette étude-là, par exemple, ça m'a donné comme un petit peu plus de complexité sur cette perspective-là. Je me suis dit, OK, mais non, dans le fond, les femmes, là, en plus d'être mères, épouses, s'occuper du potager, des animaux du jardin, cuisiner matin, midi, soir pour ses 12 enfants, OK, sont opératrices, sont institutrices, sont servantes, font du service domestique, sont maîtresses de poste, sont infirmières. Puis oui, il y a quelques-uns de ces métiers-là qui sont pratiqués juste avant de se marier, là. Mais sinon, en même temps, être une femme, par exemple, en Gaspésie au 19e, au 20e siècle, ça voulait dire de porter comme 18 000 chapeaux, puis aussi de runner la business de son mari. Parce que, mettons, on le sait, là, les femmes avaient pas nécessairement de business à elles, mais on va au 20e siècle, on voit poindre des dépanneurs, des marchands, des magasins généraux qui sont tenus par des femmes, là. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, même si, disons, sur le plan de, comme, obtention de crédit, tout ça, là, tu sais, l'égalité, on se rend compte que malgré le fait que les hommes, c'est eux qu'on voit dans les papiers, c'est les femmes qui runnent vraiment beaucoup de choses. Et moi, ça, là, j'ai l'impression qu'on rétablit une vérité historique, là, même s'il y a des vérités, non pas une vérité.
moi, ça m'émeut énormément de penser au fait qu'une femme faisait 95 millions d'affaires tout en mourant d'une coupure sur le doigt parce que tu contractes le tétanos, là. Tu sais, puis qu'on mourrait Ah, à 60 ans d'une mort tragique et évitable, tu sais. j'ai tellement un bel exemple pour illustrer ce que tu veux dire, là. Moi, mon arrière-grand-mère paternelle, elle a eu 18 enfants à Kaplan. Incroyable. Et son mari, mon arrière-grand-père, a été mère pendant 20 ans. Qui est dans l'histoire? Mhm. Mon arrière-grand-père. Ouais. C'est impossible qu'il ait pu être mère pendant 20 ans si elle était pas là pour faire tout le reste. C'est-à-dire s'occuper de 18 enfants vivants, puis de toute la maisonnée des animaux, de tout ce que tu as mentionné. Tu sais, c'est impossible que son rôle était pas ultra important, mais c'est pas elle qui passe à l'histoire, parce que c'était pas elle qui était élue. Puis ça me touche énormément de prendre conscience de ça, parce que tout ce que ces femmes-là ont fait en sorte que nous, on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui en étant Ouais, femmes. absolument. Puis c'est pas grand-chose que moi, je peux faire par rapport à ça, si ce n'est que d'en être consciente, puis de m'impliquer quand je peux le faire par rapport à mon Totalement. village, vu que là, tu sais, nous, on a la chance de Ouais. célébrer le 150e, mais Mhm. cet exemple-là que je nomme, c'en est un parmi des milliers d'exemples de femmes qu'on a mis de côté, qu'on a sous-estimé l'importance dans ce qu'on a laissé comme trace. Puis je trouve ça fantastique que tu t'intéresses aussi à ça, justement, puis que tu as cette Mhm. sensibilité-là dans les recherches que tu fais. Je les lis tous avec grande attention, tes Oh mon papiers dans le Dieu. Graphici par rapport aux femmes gaspésiennes, parce que le matrimoine gaspésien, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. En fait, j'en avais peu entendu parler avant que toi, tu l'abordes un peu. Puis, je dois dire qu'il y a un an, je suis allée au musée de la Gaspésie et il y avait une exposition temporaire incroyable de Karine Leblanc sur le matrimoine textile. J'ai presque pleuré en regardant cette C'était toute exposition-là. beauté. Ouais. Les couleurs étaient magnifiques, mais l'histoire qu'on pouvait sentir Ouais. dans le matrimoine textile, puis tu sais, ça m'a fait prendre conscience que moi, j'en ai découvertes qui ont été tissées par les grandes tantes de ma mère, par des arrière-grand-mères, puis c'est probablement des biens les plus précieux que je chéris aujourd'hui parce qu'il reste pas grand-chose de ces femmes-là parce qu'on les a évacuées de beaucoup de choses. Mhm. Mais là, c'est comme tangible Mhm. d'avoir ces souvenirs-là, tu sais. Puis Ouais. dernièrement, je me faisais la réflexion, mes enfants vieillissent, je me dis c'est quoi mes passe-temps? À part parler de la Gaspésie, c'est quoi mes passe-temps, tu sais? Mhm. Puis je me disais, et je devrais recommencer le tricot. J'ai déjà appris ça, j'étais vraiment jeune avec les Ah. fermières. Ouais, c'est cool. Mais tu sais, je sais que j'ai des tantes qui tricotent, j'ai des grands-mères qui ont tricoté ou qui ont crocheté, puis je trouve ça triste que ça s'arrêterait avec moi. Ouais. Tellement, oh mon Dieu, je pensais à plein de choses pendant que tu parlais. Je trouve ta perspective hyper intéressante. Non seulement les femmes faisaient plein de choses qui sont pas documentées, mais les rares choses qui étaient documentées sont dévalorisées. Le travail textile était totalement dévalorisé. Là, c'est un travail qui était nécessaire, pour la survie, mais je veux dire ça. Puis même, on parle des cercles des fermières, tout ça. Combien de fois on a targué ces créations-là d'artisanat, tu sais? Ah, tellement. Tu sais, puis le travail textile, c'est comme, ben oui, c'est vu comme un travail utilitaire, mais les femmes faisaient des véritables pièces d'or, là, des courtes pointes, justement des couvertures crochetées, des lainages, des tricots, des couvertures tissées, des catalogues, des laises. La pluralité de talents que les femmes avaient, pour moi, là, il n'y a pas. Oh, je sais, je vais faire un statement, OK? Je vais faire un statement. Pour moi, il n'y a pas un travailleur de la construction qui peut accoter tout le savoir-faire qui est lié à, par exemple, faire une couverture en point de croix. Moi, j'ai une couverture en haut de mon arrière-grand-mère. Un côté, c'est une courte pointe et l'autre bord, c'est toutes des petites roses en point de croix. Ça a dû y prendre, je le sais pas, là, un mois faire cette couverture-là. Tu sais, c'est un travail d'ornementation. Pour moi, là, il n'y a rien qui accote ce souci du détail-là. Je trouve ça tellement, tellement beau, attendrissant. Je trouve que c'est plein d'amour. Puis que ça soit relayé aux oubliettes, justement, c'est triste. Puis j'ai une anecdote pour toi qui m'a été relayée par ma grand-mère, mais on parlait des arts textiles, tu sais, puis tu me dis, ben, je trouve ça plate que ça s'arrête avec moi. J'ai exactement la même réflexion. Je m'intéresse full aux arts textiles puis au savoir-faire traditionnel aussi, puis d'une manière très amateur, tu sais, comme vraiment dans la posture de l'amatrice
l'observatrice, tu sais, d'appréciation, de contemplation puis d'admiration. Ben, mon arrière-grand-mère, comme toutes les femmes, avait un métier à tisser, puis tissait au métier à tisser, ce qui est, moi, c'est comme la prochaine affaire que je veux vraiment apprendre. Puis ma grand-mère, elle a jamais appris à tisser parce qu'elle allait à l'école, puis mon arrière-grand-mère, elle disait, mais t'auras pas besoin, toi, de faire ça. Tu sais, comme moi, je suis obligée de le faire, mais toi, t'auras pas besoin de le faire. Puis ça m'attendrissait tellement, puis en même temps, ça me faisait vraiment de la peine, parce que dans le fond, c'était comme le souhait de, toi, là, tu vas peut-être avoir de l'argent pour aller t'en acheter une couverte, t'auras pas besoin de la faire. Puis le fait de, j'ai l'impression que le fait, tu sais, la modernité, elle a un petit peu, elle a enlevé cette obligation-là pour les femmes de devoir produire vêtements, manteaux, bottes, à peu près tout ce qui existe, là, en pouvant comme avoir un pouvoir d'achat puis l'acheter. Ben, c'est sûr, ça libère un peu l'horaire des femmes, le temps des femmes pour faire autre chose. Mais à quelque part, c'est aussi parce qu'on a on a comme dévalué sur un plan de la société ces arts-là. Là, puis je pense à des coupures aussi que j'avais trouvé, des coupures de presse dans le cadre de l'exposition permanente au Musée acadien du Québec actuellement. J'ai fait un petit peu de recherche sur l'industrie textile en Gaspésie, puis j'étais comme, ah, OK, mais ça a-tu été un moteur? Ça a-tu marché finalement? Mais à Caplan, là, on a eu une linerie, il y a eu 2 lineries, tu sais. Il y avait de la culture du lin, tu sais, de la plante, là. C'est du lin oléagineux. Fait qu'il y a quand même eu une forme d'industrie textile, sauf que, tu sais, nous, ce qu'on voulait, c'était comme l'industrialiser, là, tu sais, c'était en faire comme un produit, là, vraiment mercantile, puis... Bon, je m'écarte, là, mais c'est juste pour dire que je trouve qu'on a peu valorisé ces savoir-faire-là, et en voulant sortir de la survie, c'est correct. On a écarté tout ce qui est comme pesait sur le quotidien des femmes, mais en même temps, ça a créé une rupture générationnelle importante où, mettons, ma grand-mère est particulièrement, j'oserais dire, moderne sur ce point de vue-là, genre, elle n'a pas appris vraiment les arts textiles, à assez tricoter, assez coudre, puis c'est ça, faire de la couture à la machine, mais sinon, ma mère non plus, puis moi, moi, je réapprivoise un peu tranquillement ces arts-là en me disant, moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais parce que je suis pas obligée de le faire pour survivre. C'est ça la grosse différence, effectivement. Ouais. C'est tellement intéressant comment tu l'amènes, justement. Les savoir-faire traditionnels, je l'ai dit dans l'introduction, ça fait partie de ta pratique artistique. Est-ce que tu as toujours eu une pratique artistique, puis quelle place ça peut prendre aujourd'hui dans ta vie en Gaspésie? Non, j'ai pas toujours eu une pratique artistique, c'est super récent. Présentement, je m'intéresse aux procédés photographiques alternatifs. J'aime faire du cyanotype et de l'anthotype. Le cyanotype, c'est comme un vieux procédé de développement photographique. À partir d'un négatif, on badigeonne un papier d'une solution photosensible, puis on développe ça, puis ça donne un tirage vraiment bleu. C'est super beau, puis là, tu peux reproduire en série une photo. Et l'anthotype, c'est comme mon nouveau dada ces temps-ci. Ça fait un peu partie de ta question parce que c'est en quelque sorte un savoir-faire traditionnel. C'est d'aller tirer le potentiel photosensible des pigments qui nous entourent, que ce soit des fruits, des légumes, des plantes, des épices. J'ai fait des tests avec une 50aine de matériaux gaspésiens pour voir leur potentiel photosensible. Là, je diffuse, tranquillement, pas vite, parce que j'aimerais vraiment ça me professionnaliser. Puis pour ça, il y a une partie que je veux garder comme plus pour les expos, pour faire comme des appels à projets. Mais j'ai testé plein de plantes pour voir à quel point ils ont un potentiel photosensible. Et ça, dans le fond, l'anthotype, c'est que tu fais une émulsion à partir d'uniquement le pigment que tu mets sur un papier. Puis là, après ça, tu mets ça au soleil, puis ça va faire un tirage. Donc, ça fait comme des beaux pigments là, jaunes, comme pour le curcuma. Le rouge, la betterave marche bien. J'ai exploré aussi le cerisier de Virginie parce que j'en ai dans ma cour. C'est comme des petites cerisiers en grappe, là, à Passepébiac, on appelle ça des étranglats. Il y avait du vin qui se faisait avec ça, c'est comme super astringent. J'ai exploré l'épinard, j'ai exploré la spiruline, plein de plantes, là, du caillet, du trèfle, de l'érable, de la chicorée. Fait que j'ai plein de tests aussi que j'ai pas comme diffusés, mais j'aime vraiment ça. Puis pour moi, c'est comme un savoir-faire photographique ancien, finalement, où on prend juste, tu sais, mettons, tu peux prendre, j'ai une pince ici, là, tiens, je mets ça sur mon papier badigeonné d'une solution photosensible, ça va faire une impression.
Fait que je trouve ça vraiment, vraiment trippant. Fait que non, c'est assez récent. C'est sûr que mes thèmes de prédilection, c'est toujours et encore le patrimoine. Moi, je marie beaucoup ma pratique artistique à ça. Puis mon espèce d'ambition, en fait, c'est de valoriser puis c'est ça, de mettre de la valeur, de faire rayonner le patrimoine gaspésien à travers une production artistique. Fait que je fais ça. Je fais aussi des émulsions levées. Fait que ça, c'est comme lever une émulsion là, dans de l'eau bouillante. Puis j'aime vraiment ça. Fait que je fais plein de petits médiums artistiques comme ça. Et je me suis aussi initiée au tissage. J'aime vraiment beaucoup le tissage et la vannerie. Fait que là, j'aime beaucoup la vannerie. Là, je fais des paniers de plein de matériaux différents. Et ça aussi, je vais diffuser tranquillement, là, probablement au cours de l'été puis de l'automne prochain. Mais ouais, ma pratique artistique est vraiment liée à mon amour du territoire, puis à la sensibilité que je vois, puis au potentiel de plein de choses, tu sais. Est-ce que ça se tisse? Est-ce que c'est photosensible? Est-ce que ça peut être imprimé sur quelque chose? Tu sais, fait que j'aime bien le mariage aussi des médiums là, dans cette perspective-là, puis au niveau de la photo, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre en photo des bâtiments patrimoniaux qui sont comme démolis, détruits ou en perdition. On le sait, on peut pas sauver tous les bâtiments, sauf que c'est sûr que moi, c'est le cœur un peu de ma profession, c'est de dire le patrimoine bâti, c'est vraiment important. On est tout en train de changer la face là, de nos urbanités, là, de notre territoire en démolissant des maisons patrimoniales puis des bâtiments. Puis on le sait comment c'est important pour l'identité. Là. Quand tu es un touriste, là, tu t'en vas pas voir du patrimoine moderne. Tu t'en vas pas dans une rue de... Puis rien de mal contre les maisons modernes. Là. Absolument rien de mal. C'est plus la nécessité de faire se côtoyer ces deux univers-là. Fait que ma pratique est vraiment comme un peu au service de ça parce que c'est le message que je porte à l'intérieur de moi. T'sais. C'est que tout est patrimoine. La nature, c'est du patrimoine. Tu sais, dans le fond, on traite la nature un peu comme si c'était un bâtiment abandonné souvent, là, je veux dire. Fait que c'est ça, ma pratique artistique est vraiment est mêlée aussi de toutes mes préoccupations, comme politique, écologique, tu sais, mes éco-anxiétés. Fait que je dirais ça. Mais j'ai vraiment l'intention de me professionnaliser, là. C'est vraiment mon gros rêve en ce moment, là. C'est drôle, tu parlais, puis je me disais, mon Dieu, on est vraiment la même personne, mais avec des passions différentes, dans le sens où, tu sais, moi, j'ai vraiment beaucoup investi l'écriture, puis Ouais! j'espère me professionnaliser Oui! aussi, C'est tellement mais excitant. toute part de la Gaspésie aussi, tu sais, toute part Oui. de mon amour du territoire, de mon amour des lieux, de l'histoire, Fait que je te vois vraiment beaucoup de parallèles entre ce que tu fais puis ce que je fais, fait que je pense que c'est tout à fait logique que j'ai eu un gros coup de cœur pour toi quand on s'est parlé la première fois, puis encore aujourd'hui, c'est tellement pertinent et intéressant ce que tu dis, Camélia, vraiment. Oh mon Dieu, merci tellement de me dire ça. Ça me touche beaucoup, tu sais. Puis je parlais aussi de lignée de femmes. Là, moi, mettons, pour sortir un peu de la Gaspésie, tu sais. En fait, mon amour de la Gaspésie m'a aussi beaucoup fait réaliser à quel point j'en sais peu, moi, sur mon héritage espagnol. Donc, cette espèce de mixité-là entre, tu sais, je suis quasiment plus gaspésienne qu'espagnole, finalement. Mm-hmm. Fait en sorte que mon art, il veut aussi traduire cette rupture-là, cette scission, cette division-là que j'éprouve à l'intérieur de moi. Fait que, mettons, j'ai un album de famille, là, de ma famille Buenestado. Puis je reproduis des portraits là, de femmes avec les antotypes, tu sais, puis j'essaie de cherche mes traits dans les leurs et vice-versa. Je me dis, oh mon Dieu, c'est à cause de tous ces corps-là que je suis ici aujourd'hui, tu sais. Fait que j'ai quand même une relation aussi un peu, tu sais, c'est la Gaspésie, mais c'est aussi, tu sais, l'héritage féminin en général me fait vraiment triper. Fait que je l'arrime à cette passion pour la Gaspésie, mais aussi, là, tu sais, je suis toutes les femmes qui m'entourent, puis je suis le cumul de toutes les femmes qui étaient là avant moi. Euh, puis je suis vraiment fière de ça, puis c'est ça. Mon amour pour la Gaspésie me fait aussi apprécier mon héritage personnel qui n'est pas gaspésien. Tu sais, me fait voir ça sous des nouvelles lunettes. Tu sais. Quand j'étais à Montréal, bien évidemment, mon nom à Montréal, je dirais, j'étais dans une classe quand même avec, je veux dire, il y avait des gens qui avaient des noms québécois, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui n'avaient pas des noms québécois. Puis fait que j'ai jamais vraiment ressenti j'appartenais nécessairement, mais c'est ça, le fait d'être en Gaspésie puis de voir toutes ces solidarités-là, ces identités régionales-là me font me questionner aussi par rapport à ma propre identité, puis au fait que moi j'en sais très très peu sur mon héritage à moi, tu sais. Fait que c'est ma passion aussi pour la Gaspésie, elle me permet aussi d'aller explorer ce côté-là qui est inexploré, puis qui est au fond une forme de
un peu de blessure, celle de l'immigration, celle de quitter le vieux continent pour venir ici, tu sais. J'ai la chance, quand je vais voir mes grands-parents espagnols, je leur pose des questions que je pose à des gens ici. Tu sais, le même genre de questions. Où est-ce que tu as grandi? Peux-tu montrer ta maison sur Google Maps? Tu sais, pine-moi le village, pine-moi était où l'épicerie? Je fais comme des enquêtes orales comme ça, puis dans le fond, c'est vraiment ma job ici qui m'a poussée à faire ça, là, à explorer ce potentiel-là, parce que je pense que je le voyais pas avant d'être en Gaspésie. La richesse, en fait, c'est pas pour dire, oh, c'est tellement cool d'être à moitié espagnol, mais c'est plus de dire, moi, je vis une forme de rupture, tu sais, puis je trouve ça vraiment intéressant de l'aborder, là, à travers à la fois ma pratique artistique, puis aussi mes recherches historiques. Mon Dieu, c'est tellement intéressant. Vraiment. Je trouve ça beau de t'entendre parler. Ça me donne envie de me questionner aussi sur mes différentes identités. J'ai l'impression que moi, j'ai énormément investi mon appartenance acadienne parce qu'elle est évidente. Là, tu sais, mon nom de famille, c'est Robichaud. Là, je veux dire, on l'entend beaucoup plus au Nouveau-Brunswick qu'ici, ce nom de famille-là. Puis des fois, je me demande même si c'est pas à cause de cette appartenance-là que je suis autant attachée au territoire parce que c'est des gens qu'on a déracinés complètement de leur territoire, tu sais. Mais il y a tout un pan du côté de ma mère qui est un peu acadien, mais que j'en sais peu. Puis en t'écoutant, j'ai tellement envie d'aller creuser ça. Puis tu sais, j'ai une arrière-grand-mère qui son nom de famille est irlandais. J'ai jamais vraiment réfléchi plus de ce côté-là, mais ça me donne le goût d'aller voir ces multiples identités-là qu'on peut avoir, qu'on a ici en Gaspésie, qu'on soit natif ou non, qu'on remarque plus quand on vient de l'extérieur, des fois, justement. Mais je trouve ça super inspirant d'échanger là-dessus avec toi. Ah, pareillement, tu sais, puis ces identités-là, finalement, on se rend compte qu'on est une pluralité d'identités qui, c'est des couches, c'est comme des calques, un peu. Puis, tu sais, des fois, il y a un calque qui se superpose sur l'autre, un peu comme quand on fait du graphisme ou qu'on fait un peu c'est ça, là, sur des logiciels de photo, là. Moi, je le vois que toutes ces identités-là se chevauchent, puis j'ai envie d'en parler, fait, je vais embarquer sur un terrain un peu plus personnel, mais j'ai eu un diagnostic de TDAH récemment. Puis ça, ben c'est comme une nouvelle identité qui rentre un peu dans ce calque d'identité-là. Puis j'en parle parce que je pense que ma neurodivergence fait aussi partie des raisons pour lesquelles ça marche pour moi d'être travailleur autonome, ça marche pour moi d'avoir un horaire que moi je fais, d'être sur un peu mon beat, puis d'avoir cette approche comme très personnelle, très émotive aussi au territoire. Puis je mentionne ça parce que quand je parle un peu de cette quête qui finit jamais des origines, ben c'est aussi c'est qui dans ma famille qui est neurodivergent parce que ça on sait que c'est comme génétique, tu sais, fait que c'est aussi ben c'est pas une chasse aux sorcières, mais c'est plus pour dire ces traits là finalement, ces traits comme biologiques là, d'où est-ce qu'ils viennent. Fait que je trouve ça super beau aussi de voir, tu sais, puis on le fait tout intuitivement, là, on le sait, ah, toi, là, je sais pas, t'as l'appétit de ton père, ou ah, ouais, toi, là, quand tu marches, là, tu marches pareil comme ta mère, ou t'as tel type de personnalité qui ressemble à ton père ou à ta mère. Mais c'est ça, de devoir se construire une identité basée sur tout ça, puis une part d'inconnu. Fait que moi, c'est ça, j'ai une part d'inconnu dans mon héritage espagnol, à vrai dire, une grosse part d'inconnu. Fait que toutes ces identités-là comme fusionnent un peu à l'intérieur de moi pour me dire, OK, mais dans le fond, c'est ça. Je pense que travailler en Gaspésie, exister en Gaspésie, c'est aussi de se faire un peu comme son propre beat, se faire confiance, puis d'aller explorer à la fois des sensibilités qui sont comme vraiment nichées à l'intérieur de moi, qui me font les voir chez d'autres, et vice-versa. Il y a comme vraiment un jeu de miroir. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je pense que le thème de TDAH était pas vraiment en lien, finalement, mais c'est pour dire que tout ça, ça vient comme complémenter l'identité, tu sais. Oui. Puis, en fait, moi, ce que je me disais, c'est que je nous trouve privilégiés d'être à une époque où on est conscient de ces différentes identités-là, qu'il y a des mots pour les décrire, qu'on est capable de lire sur le sujet, d'échanger, puis je trouve que ça aide ces multiples couches identitaires-là à tous les niveaux à cohabiter. Ce que à d'autres époques devait être beaucoup plus difficile parce que, comme tu dis, c'était probablement déjà là, il y a des trucs qui c'est génétique, mais quand t'as pas ces outils-là, quand t'as pas ces connaissances-là, c'est pas évident des fois de faire cohabiter toutes ces différentes couches-là. Oui, exact. Tu sais, puis ben c'est ça, je pense que ce que la Gaspésie me permet aussi
vivre ici en Gaspésie, être dans un cercle de confiance de gens avec qui je suis proche, c'est de pouvoir affirmer toutes ces identités-là puis être vraiment accueilli. Je pense que le sens de communauté, la communauté, c'est ce que j'aime le plus en Gaspésie, puis la communauté, c'est une forme d'inclusion et d'exclusion, tu sais. Tu parlais, par exemple, du fait acadien tantôt. Moi, ça, là, je trouve ça tellement beau, là. Ce que tu décris, ça m'émeut, là, aux larmes, parce que, personnellement, moi, j'ai pas ce sens de patrie-là. Puis, je trouve ça de toute beauté. Puis, tu parles de déracinement. Ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose là de fort pour vous autres. Je pense les Acadiens, vous avez tellement été barouettés, là, tu sais, vous avez vécu une forme de génocide culturel, là, euh, par les déportations, tu sais, puis je veux dire, le fait que vous soyez encore là aujourd'hui, c'est tellement, tellement beau, ça fait partie de votre identité. Fait que ces combats-là, ces luttes-là, mais ça structure quand même bien l'identité. Puis, c'est ça. Fait que moi, je regarde ça d'un point de vue extérieur. C'est une communauté à laquelle j'appartiens pas. Mais j'y appartiens en m'intéressant, comme ma voie d'accès, c'est m'intéresser comme à son histoire. Puis, c'est ça. Mais je trouve que globalement, tu sais, la communauté, le sens de communauté ici est vraiment fort, là. Puis ça, pour moi, ça me permet d'être moi-même. Puis je mentionne le TDAH parce qu'il y en a peut-être qui vont écouter ce balado puis se dire ah mon Dieu, moi je sais pas trop qu'est-ce que je veux faire. Moi, il a fallu que je me fasse totalement confiance là. Quand on dit d'emblée que j'aime tellement la Gaspésie que j'en ai fait un métier. Pour moi, ça fait un petit peu partie des exigences un peu de mon TDAH, c'est de me dire, ben, moi, j'ai pas le choix de faire quelque chose que j'aime vraiment, 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 sinon ça fonctionne pas. Fait que c'est quoi que j'aime vraiment, je vais essayer de le monétiser, tu sais. Finalement, ben, ça fonctionne. Fait que, mais voilà, tu sais, ça s'ajoute au genre d'identité c'est ça qui font comme qui me font m'intéresser au territoire puis aussi à cet héritage-là des autres, là, tu sais, des autres. Merci tellement de ta générosité dans les échanges, Camélia. Je suis déjà rendue à mes questions en rafale et Oui. ça fait déjà une bonne heure facile qu'on Oh, jase, je mais c'est tellement continuerai encore naturel. 4 heures de temps avec toi, là. On le fera, mais sans Oui, enregistrer. bien sûr. Donc, j'ai quelques expressions en rafale toujours pour terminer le balado. Oui. Est-ce que tu as une expression gaspésienne préférée? À Passepébiac, on va dire, pour dire que le ciel est, pour dire qu'il pleut ou qu'il va pleuvoir, c'est Fernand Alain qui le disait, c'est le ciel est chagrin. J'aime vraiment beaucoup ça. Oh, c'est poétique. Le ciel est chagrin, tu sais, il va pleurer le ciel. J'aime tellement ça, je trouve ça tellement, tellement beau. Sinon, il y a plein de choses que j'ai appris dernièrement. Évidemment, moi, personnellement, quand j'essaie de me rappeler de quelque chose, c'est tout le temps là c'est à la suite de notre entrevue que là, je vais me rappeler de toutes les expressions que j'adore. Mais j'aime beaucoup, dans le coin de Gaspé, j'adore Gasson. Pour dire garçon, j'adore ça. Oui. J'adore dans le coin de Gaspé, j'adore gars pour dire regarde. À Montréal, on dit plus garde. Hey, garde, telle affaire. Ici, c'est gars. Puis je sais pas si c'est plus en baie des Chaleurs, mais moi, je l'ai vraiment adopté. D'autres expressions que j'adore, dire une machine de crayon. Une machine de crayon, une machine de Ah oui. pince. Là. T'as-tu Oui, une oui. machine de pince? Une machine, j'aime tellement, tellement ça. Je trouve ça tellement cute. Manière de. Euh, ben manque, j'adore ben manque aussi. J'essaie de les incorporer, c'est un peu difficile parce que c'est moins mon patois à moi, fait qu'on dirait que c'est comme pas naturel quand j'essaie de les sortir, là. Mais dans un autre ordre d'idée, les expressions plus de vieux qui sont répandues que tout le monde, toutes les vieux disent comme ah, c'est de valeur. Ben moi, j'essaie de le dire au lieu de c'est plate. C'est plate, c'est ce que notre génération va dire, mais c'est de valeur ou ça fait une secousse. Ça, ma grand-mère a dit ça. Ben, on dirait qu'on le dit plus, nous, les jeunes. Fait que j'essaie un peu de dire ces expressions-là, mais c'est sûr que tout ce qui est comme purement terroir acadien ou post-PIA, on dirait que quand moi je le dis, c'est pas full crédible, là, mais j'ai beaucoup Mais même, d'admiration. même moi, quand je le dis, tout ce qui est post-PA, je trouve que c'est pas crédible. Puis pourtant, j'habite deux villages à côté, tu sais. Ben oui. Mais c'est tellement, je trouve, c'est tellement propre à l'identité de Passepébiac, mais c'est tellement une richesse d'avoir ça. Ouais. Autant j'ai grandi, comme je le disais, avec plein de garde-clochers, puis de ci, puis de ça. Quand je suis partie de la région, si je pouvais entendre un accent Passepéa dans une rue à Montréal, il n'y a rien qui me faisait sentir plus à la maison.
Tu sais, ça venait tellement me rappeler chez nous. Pourtant, là, t'as reculé 3-4 ans en arrière, puis c'était pas ça que je disais, mais Ouais, non, je justement, comprends. de partir, ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément apprécier. Puis au début, j'étais contente quand les gens me disaient « Ah, t'as pas d'accent, tu viens de la Gaspésie? » Puis aujourd'hui, ça me fâche quand les gens me disent ça. J'aimerais ça qu'ils entendent mon accent gaspésien, tu sais. C'est fou comment ça change le Ouais. rapport par rapport à ça. Ah, je trouve ça full intéressant de t'entendre. Moi aussi, j'ai cette jalousie-là. Ben, toi, t'as un accent, là, je te le confirme, de quelqu'un de l'extérieur. Puis, mais moi, j'ai une jalousie de pas avoir d'accent de Bonheur ou de... Tu sais, puis je trouve ça tellement le fun. Moi, mon chum vient de Bonaventure-Est. C'est un bordage de Bonaventure-Est. Puis, il y a pas d'accent, mais des fois, il va sortir des expressions, tu sais. Puis je me dis, ah, ça vient, tu sais, ça vient pas de Rimouski, ça vient pas de tes expériences à Québec, tu sais, ça vient vraiment d'ici. Fait que j'adore ça, tu sais, puis il y a une forme de mimétisme aussi, là, des fois les choses qu'il dit, ben moi je finis comme par les dire. Mais j'adore l'accent, j'adore les expressions gaspésiennes. Je trouve ça tellement beau. Puis d'ailleurs, il y a un projet en ce moment de Family Ties qui vise à reconstruire des expressions, mais anglophones gaspésiennes. Oui, Puis ça, moi, je trouve ça malade. Je suis comme, let's go! Là, il y a tellement de choses qu'on sait pas, là, justement, sur la manière d'habiter le territoire pour les anglophones. En tout cas, on en a parlé un petit peu en début de chronique, mais c'est pour dire qu'il y a aussi beaucoup de richesses qu'on connaît pas, là. absolument, absolument. Ben moi, ma belle famille est anglophone, puis Ah ouais! tu sais, avant de... Ça fait quand même longtemps que je suis avec mon conjoint, là, ça va Ouais. faire 17 ans cette année, mais Wow! avant de le rencontrer, c'était une identité gaspésienne que je ne connaissais pas, que j'avais à peine conscience que c'était là, Mhm. et c'est tellement riche, mais tu sais, clairement, ça va faire l'objet d'un balado éventuellement, d'en parler plus en profondeur. Fait que je m'éterniserai pas là-dessus parce que comme on pourrait repartir pour une Oh, autre heure, j'ai tellement! l'impression. Euh, C'est trippant. c'est où que t'as mangé ta meilleure poutine en Gaspésie? Ouh, clé de ça, la nouvelle. Puis, comme on dirait, là, I'm standing 10 toes down sur cette certitude-là. C'est parce que moi, tout ça, c'est un exercice très sérieux pour moi, Joanie. J'ai une liste dans mon téléphone de toutes les poutines. Je suis une maniaque de poutine. J'adore la poutine. Cantine Karine à Passepébiac est écœurante aussi. Elle est super bonne. Les frites sont bonnes. Le fromage est frais. La sauce est bonne. Moi, je fais une sauce brune, sauce barbecue. Mais je vous recommande vraiment, en fait, elle est à Drapeau, là, dans la mot de Drapeau, projet Nouvelle. Clé de sol. Le fromage est généreux. C'est tellement bon, là. Elle est vraiment bonne. Je vous la recommande. Et à Gaspé, au Tétu, leur poutine est sacoche aussi. Les frites sont comme super bonnes. Vraiment comme tout taillé maison. La sauce, il y a comme du poivre dedans, un petit peu de vin. Elle est vraiment bonne. Franchement, est bon. Tout est bon. 10 sur 10. J'adore ça. J'aime tellement à quel point les poutines, c'est comme universel, puis les gens sont comme ça, c'est ma préférée pour tel. J'adore. Puis sais-tu quoi? Honnêtement, je pense que j'ai jamais goûté à la cantine à la Clixton à la Oh Nouvelle. mon Dieu, mais on ira ensemble parce que C'est ma to-do, là. Faut elle que je est fasse ça. tellement bonne. Moi, j'en ai jamais mangé d'aussi bonne. Là. C'est ma préférée. J'oserais dire au Québec, il faut qu'Olivier Primo vienne l'essayer. Là. Ce sera dit. Ta plage préférée en Gaspésie, c'est laquelle? Oh mon Dieu, c'est vraiment difficile à dire. J'irais avec la plage McGraw parce que on n'en a pas parlé, mais puis je veux pas embarquer non plus dans une longue logorée de mots, mais j'ai acheté une maison patrimoniale à New Carlisle et je suis en train de la restaurer actuellement. C'est vraiment mon projet de vie. J'habite en face d'une plage et la plage connecte avec la plage McGraw. Mais avant que ça s'appelle McGraw, d'ailleurs, je sais pas pourquoi la rue s'appelle McGraw, parce que c'est pas un nom de famille d'ici. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment envie de creuser cette question-là. C'est pas un nom de famille de New Carlisle non plus. En tout cas, ça s'appelait la rue Babin avant, cette rue-là. Fait qu'on pourrait dire que c'est la plage Babin. Fait que j'adore cette plage-là, je la trouve super belle. Il y a comme plein de choses sur notre chemin. Il y a plein de sortes de roches différentes. Et moi, j'adore beachcomber, là, comme on dit en anglais, là, se promener puis regarder les choses à terre, là, puis prendre une poignée, regarder tout ça, puis la relâcher après ça dans la nature, regarder les coquillages. J'irai à la plage McGraw, j'adore Aldimine à Gaspé. J'adore Aldimine. Grande fan. Penouille aussi, j'aime beaucoup Penouille. Je dirais ça. Puis sinon, le bar à shot Passepébiac, ça reste mon endroit préféré. J'aurais le goût de mettre une tente là l'été puis de rester là. J'aime tellement cet endroit-là. J'adore regarder la végétation parce que je suis une grande fan de botanique aussi. J'aime beaucoup les plantes, là, qu'elles soient indigènes ou introduites. Il y a plein de choses super intéressantes sur le bar à choix. Fait que je dirais ça. Je dirais ça.
Et un incontournable en Gaspésie. Quand ta famille vient te voir ou tes amis de la ville sont en visite, où est-ce que tu les amènes à chaque fois? Au site historique national de Passepébiac, sans aucun doute. C'est sûr, j'ai un biais favorable parce que j'ai habité à Passepébiac, parce que l'histoire des pêches, bon, il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs comme douloureux en passant à leur famille qui a été pêcheur, pour les Robins, pour les Leboutier, que c'était un mode de vie difficile, bon, le système de crédit, tout ça, mais en même temps, le fait que ces bâtiments-là existent toujours, ça réapproprie la mémoire de ces descendants-là. Tu sais, de dire, moi, là, mon ancêtre, là, il a été là, puis ça, c'est les restants de ce patrimoine-là. Et on en prend soin aujourd'hui, tu sais. On honore la mémoire des pêcheurs, tu sais, finalement, beaucoup plus que des commerçants, là. Tu sais, puis c'est de parler que la Gaspésie est insérée dans un complexe de pêche. Il y a plusieurs endroits qui en parlent, évidemment, mais c'est sûr que mon adresse numéro 1, c'est, mettons, une poutine à Cantine Karine, on descend ça, on va la manger sur le quai, après ça, on va se promener, puis après ça, on s'en va au site historique. Ça, c'est comme mon incontournable, mais c'est sûr que j'oserais dire que je prêche pour ma paroisse, mais là, je suis plus dans cette paroisse-là. Je suis rendue dans le village voisin. Mais ouais, je dirais ça. Puis sinon, maintenant que je suis à New-Carlisle, c'est sûr que le Green, pour moi, c'est vraiment, vraiment un bel endroit, une belle passerelle aménagée. Puis c'est sûr que le bar à choix de Carleton était exceptionnel. En vérité, je trouve que la majorité des attraits, il y en a qui sont comme insoupçonnés, puis d'autres que oui. En tout cas, tu sais, il y en a qui sont comme évidents, d'autres que non, mais c'est les bars à choix de la Gaspésie. Pour moi, c'est comme hallucinant, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a les montagnes, mais je suis plus la personne qui pleure à la fin de la randonnée parce que je suis à bout, là. Fait que je suis plus une personne de bar à choix que de montagne. Mais je suis à la même place que toi pour les bars à choix, tu sais, puis ça m'a pris, honnêtement, je pense que c'était l'année passée ou l'autre d'avant que j'ai compris que bar à choix, c'est un terme qui est pas tant utilisé ailleurs, parce que c'est propre à ce que nous, on a comme réalité, tu sais. Ça, c'est quand tu parles avec des gens de l'extérieur puis que tu dis bar à choix puis ils comprennent pas de quoi tu parles, que j'ai réalisé que c'était ça. Fait que c'est des endroits, comme tu dis, souvent insoupçonnés, effectivement. Camilla, un énorme merci pour les échanges. Ça a été tellement agréable de discuter avec toi, vraiment un gros plaisir. Ah, c'est vraiment réciproque. Puis mon seul regret, c'est de pas avoir pu te poser de questions. Je comprends que c'était moi qui étais passée en entrevue, mais merci, Joanie. C'était vraiment le fun. C'était vraiment trippant. J'ai passé un super beau moment. Puis je te remercie de m'avoir invitée. Je suis vraiment reconnaissante. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!